Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés, de vous joindre à nous ce soir. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Prost. Je co-anime avec Wassila et Darus, voilà, le groupe de La Roque d'Enterron. Nous avons organisé cette soirée avec les groupes de... Alors, il ne faut pas que je les oublie. Donc, il y a Explore, Cadenet, Lambesque, Le Thor et Cavalier. Est-ce que j'en ai oublié un? Je ne crois pas. Le Puy Mérard, je pensais que c'était Explore, donc Le Puy Mérard. Voilà. Avant de vous présenter nos invités, je voudrais remercier le maire de Mérindol, Philippe Batou, qui est le maire PS de Mérindol, qui a la gentillesse de nous accueillir ce soir. Voilà, donc merci Philippe Batou. Alors la parenthèse, les feux de la Twingo foncée sont restés allumés. Voilà. C'est comme le quart du Parti communiste dans la chanson voilà. Je me demande de baisser un petit peu là. Ça va sur la question de truc. Très bien, la déconcentration est là. Donc, nos invités ce soir, donc de gauche à droite, Samantha Kaliser de Génération.s, qui est une élue dans l'opposition de Cadenet et membre aussi conseillère territoriale, communautaire. On a Jean-Luc Botéa avec nous, syndicaliste, Gérard Filoche, qui a été pendant, je pense, 30 ans inspecteur du travail, syndicaliste et chef de file de GDS, qui est membre de la NUPES. Nous avons Marina Mesure, qui est eurodéputée pour la région d'Aix, d'ailleurs, de Marseille, je veux dire, la région... Il n'y a pas de région. Quelle est l'unité Il n'y a pas de région pour les députés européens. D'accord, donc eurodéputée, France Insoumise, NUPES France Insoumise, et Laurent Théron de la Confédération Paysanne, Hélène Lecacheux du Parti de gauche, membre aussi de la NUPES. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. On peut les remercier de ce Donc, dans un premier temps, les orateurs vont prendre la parole, et dans un deuxième temps, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une partie on va consacrer un temps important à ce qu'il y ait un échange avec la salle. Donc à ce moment-là, on posera des questions, peut-être plusieurs à la fois, et on donnera l'occasion aux orateurs de répondre. Voilà. La parole est à vous. C'est ça. Bonsoir à tous. Ah, c'est pas grave, il faut poser le micro. Ah, oh, pas trop fort, alors je vais travailler un peu moins fort, je vais vous assourdir. Alors, du coup, bon, moi je suis syndicaliste, je ne suis pas spécialiste de la retraite. Je vous remercie de me faire parler en premier en tant que paysan. La retraite agricole, du coup, on sait qu'elles sont très faibles, hein, les retraites agricoles dans l'ensemble. D'une part parce que c'est vrai qu'on ne cotise pas très fort non plus hein, sur certains secteurs. Mais en même temps, on a aussi beaucoup de problèmes parce qu'il y a des aides familiaux qui, bon, non, par exemple, ça ne compte pas qu'ils sont aides familiaux, d'autres ça ne compte pas parce qu'elles sont épouses d'exploitants, etc. Donc c'est des retraites assez ridicules. Pour ma part, bon, moi c'est un peu spécial parce que j'ai fait 10 ans d'humanitaire, mais en fait je suis à 400 €, je crois, dans mon première projection de retraite. Là. Ça va pas aller loin. Heureusement j'ai un beau jardin et des beaux bras, donc je pense m'en sortir assez bien. Mais c'est vrai que beaucoup de paysans, c'est comme ça en fait. Ils ont beaucoup de capital et en fait très peu de retraite réelle, d'argent courant, on va dire. Voilà, c'est le gros problème dans notre profession, c'est ça. Donc c'est vrai que souvent, étant à la campagne, les gens se débrouillent, ils ne sont pas dans la misère totale, mais c'est quand même pas simple du tout. Et donc bien entendu, le gouvernement Macron, alors en plus, c'est vrai que, bon moi je suis un paysan bio, je suis en pleine forme, mais non je rigole. Mais en fait, j'ai pas fait ça toute ma vie en fait, j'ai fait ça à partir de 40 ans. Mais les gens qui ont fait ça toute leur vie depuis très jeunes, ils sont très usés, et donc bien sûr 2 ans de plus, pour les paysans comme pour tous les métiers de force, c'est pas acceptable tout simplement. Quoi. Donc voilà, bon, je ne vais pas être plus long parce que moi, c'est vrai que je suis un syndicaliste, mais je ne suis pas spécialiste des retraites, donc je vais laisser faire les spécialistes qui sont autour de moi. Et puis par contre, si vous voulez des questions précises sur quelques détails, je pourrais essayer de vous les donner en fonction de l'historique des collègues et des gens que je connais.
Voilà. Bon, bonsoir. Par où commencer? J'ai rien préparé parce que en fait, ça fait des années qu'on bataille sur ces questions-là. Et de mémoire, je ne me souviens même plus la première lutte que j'ai menée sur les retraites. En 1995, j'avais fait un mois de grève déjà. Et systématiquement, les gouvernements qui se succèdent tentent le coup. Et malheureusement, réussissent en partie à chaque fois à grignoter. Et tout au long de ces décennies que j'ai passées dans la rue, on est confronté à ce fameux débat du rallongement des annuités de cotisation et du départ à la retraite. Mais dans le monde du travail, on sait tous que la vraie question, elle n'est pas là. Parce que physiquement, humainement, quand on rentre dans le monde du travail à 18 ans, à 60 ans, on n'en a plus de jus, quoi. Ce qui est normal. Ça fait 42 ans qu'on fournit entre 35, et pour ceux qui ont commencé, moi à l'époque c'était 39 heures, et peut-être certains ont connu plus. Aujourd'hui, je vais arriver sur mes 50 ans. Ça fait 33 ans que je travaille à la Poste. Alors j'ai été facteur. Je peux vous dire que facteur 6 jours sur 7, peu importe les intempéries. À l'époque, on avait le départ à la retraite à 55 ans. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Aujourd'hui, je suis chargé de clientèle et l'évolution des bureaux de poste, c'est d'accueillir les gens et d'être debout toute la journée, de piétiner. Quand on arrive à un certain âge et qu'on a les articulations qui commencent à se siffler, qu'on a pris un peu de poids, qu'on est un peu usé psychologiquement par la clientèle qui parfois n'est pas simple, je peux vous dire que de 50 à 62 ans, il nous reste 12 ans aujourd'hui, ça paraît encore long, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité derrière tout ça? Je ne parle même pas des métiers pénibles. Hein. Le maçon, ça serait même facile de l'aborder parce qu'il y a plusieurs métiers où instinctivement tous se disent non, maçon, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que maçon. Moi, je vous dis, je me vois mal à 64 ans, debout toute la journée à piétiner pour accueillir les gens. Je ne me vois pas du tout. J'ai des amis qui travaillent chauffeur de bus, je ne les vois pas du tout conduire un bus. Alors oui, sur 2 jours, tout est faisable à 64 ans. Sur 2 jours, on peut même monter des agglos. Mais la question, c'est pas 2 jours. C'est 5 jours à 6 jours par semaine tout au long de l'année. Et là, on est sur ce qu'on appelle de l'usure psychique et physique. Et arrivé à un âge, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour bosser, il y a un temps pour s'occuper de sa famille, et puis il y a un temps pour se reposer et profiter de sa vie. Et c'est ce droit-là qu'ils sont en train de nous lever. Et ça, c'est inacceptable. Parce que la réalité, c'est que personne ne pourra vraiment partir à 64 ans dans les métiers. Alors oui, un cadre, sans être péjoratif, il a en moyenne 6 à 7 ans de vie de plus qu'un ouvrier. Bien sûr que ceux qui font animateur à la télé ou qui sont élus politiques tout au long de leur vie et qui ne connaissent pas le travail au quotidien comme on le connaît, ils peuvent aller jusqu'à 65 ans. Il y en a qui se présentent à la mairie à 85 ans, à 90 ans même. C'est le cas de ma commune. Donc je veux dire, on peut comme ça. Mais celui qui se lève à 6h, 7h30 tous les matins par le réveil, et qui rentre chez lui à 17, 18, 19h, c'est pas possible. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que les gens, par la force physique et psychique, l'usure, devront partir plus tôt. Et moi, je me souviens, il y a 3 ans, il n'y a même pas 3 ans, c'était pendant le Covid, on avait mené une très très grosse bataille sur la retraite à points. Alors j'avais bien étudié le dossier à l'époque. Hein. En gros, c'était une perte des pensions entre 20 et 35% selon les cas. Donc c'est la super... D'ailleurs, il n'est pas revenu dessus, notre président de la République. Mais ce qui se passe là, c'est la même chose avec un autre mécanisme. Bon, mes amis à côté, je ne rentrerai pas dans le détail, ils le feront. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je prends mon exemple. Je suis rentré à la Poste en 91, j'avais 18 ans encore. Tout juste. J'avais travaillé un peu avant. Donc là, je vais partir à 62 ans, avec déjà 44 annuités. Là, on me met 64 ans, je vais cotiser 3 années supplémentaires pour rien. Mes annuités, je les aurai atteintes, j'ai de la chance, hein, parce que j'ai commencé tôt.
Je ne parle même pas de celui qui commence ses études à 25 ans, où ses annuités, évidemment, ça va être compliqué. Et donc, il subira la décote, etc. Moi, je perds 3 ans avec cette réforme. Alors, malheureusement, j'ai eu des pépins dans ma vie, comme la plupart d'entre nous, des opérations du genou, de ci, de là. Donc, les 12 mois de maladie, je les ai dépassés. Donc ça, c'est pareil. On va me les récupérer, on va me demander de travailler plus pour compenser. Et donc, indirectement, je sais d'ores et déjà que je ne travaillerai pas jusqu'à 64 ans. J'en suis certain. Parce que mon corps me dicte déjà, me donne des signaux d'alerte. Donc je vais être obligé de partir à 62, voire 60 ans, je ne sais pas. Donc ça veut dire que si je ne me débrouille pas pour trouver quelque chose pour me nourrir pendant ces périodes-là, je vais être quelqu'un qu'on appelle un pauvre miséreux qui va crever la dalle au quotidien. Et aujourd'hui, dans un contexte social comme il y a, avec l'inflation qui est terrible, avec la disparition des services publics quasiment partout, nous sortir une réforme dans laquelle il n'y a aucune urgence de financement sur ce sujet-là aujourd'hui, et peut-être même dans l'avenir, de ce que je sais moi, mais ça c'est pareil, je laisserai aux autres copains de l'expliquer, je trouve ça mais scandaleux, quoi. Aujourd'hui, on en est à regarder, à remplir notre frigo, à mettre le carburant dans notre voiture pour aller bosser. On est impacté sur nos salaires, nos pensions, etc. On a des conditions de vie, je ne vous en parle même pas, parce qu'on parle de la retraite. Mais les conditions de travail dans les entreprises, quand je suis rentré à la Poste, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des postiers, je ne parle pas des autres professions, je pourrais en dire, sinon je vais déborder sur mon timing, mais les conditions de travail sont exécrables. Les facteurs, aujourd'hui, ce n'est pas à midi qu'ils finissent, à 17h. Je travaille sur la commune de Jouques, moi. Je peux vous dire que les facteurs, je ferme le guichet, que je les vois rentrer encore. Toute la journée en discussion, descendre, monter de la voiture, colis, pas colis. On a des conditions de travail exécrables, de la pression objectivée dans les entreprises où on nous demande toujours plus. Voilà. Et dans le même temps, on nous dit qu'il va falloir faire 2 ans de plus. Ils vont s'arrêter où? Et à un moment donné, il faut être sérieux. La question, c'est quoi? C'est la rentabilité au détriment de tout. Des énergies, des enfants, des femmes, des hommes, des êtres humains, des animaux. Ou on remet la question de l'humain d'abord. Parce que la Poste, je reste sur mon secteur, elle a remplacé des milliers de postiers par des machines qui trient le courrier dans les centres de tri à la place. Ils ont augmenté leur niveau de rentabilité de manière incroyable. Quand la Poste ne faisait pas de bénéfices il y a encore 15 ans, aujourd'hui ils sont à 1 milliard et quelques de bénéfices. Avec beaucoup moins de postiers. Et la rentabilité qui est faite, donc ce capital qui est engrangé, il sert à quoi? Il sert à faire travailler encore plus les postiers et en plus 2 ans de plus. Et ça, c'est inacceptable. On n'est pas des vaches à lait, quoi. Et à un moment donné, la machine devrait améliorer les conditions de vie des hommes. C'est tout. On pourrait dire la même chose aux caissières à Carrefour, on pourrait dire la même chose, etc., partout. Et puis, pour les financements, il suffit d'être dans le monde du travail pour comprendre. Il y a un moment donné, il y a un vase communicant. Ils ont fait la réforme sur le chômage, 1 an de moins de chômage. Bien, juste après la réforme des retraites, 2 ans de plus. Le vase communicant, c'est quoi? Si tu fais 2 ans de plus, eh bien, ceux qui sont au chômage, ils ont moins d'accès à l'emploi, parce que les autres, ils font 2 ans de plus. Donc on ne libère pas nos postes. Et comme le chômage, il tient moins de droits, eh bien, on est en train de faire une société de pauvres, quoi. La classe moyenne va chuter dans la tranche pauvre. La classe des ultra-riches continue de s'enrichir avec le CAC 40 qui n'a jamais fait autant de bénéfices. 56 milliards d'euros de versés de dividendes aux actionnaires, mais ça me donne envie de vomir, je vous le dis. Ça me donne envie de vomir quand je vois des facteurs qui se lèvent 6 jours sur 7 et qui sont 1250 € par mois, quoi. Moi, j'ai 33 ans de boîte, je suis juste le grade en dessous de cadre, je suis à 1800 balles par mois. 33 ans de boîte. Vous êtes sérieux? Quand vous savez le prix des loyers, le prix du carburant, des assurances, de la mutuelle, tout augmente, quoi. Et puis un gosse, ce que ça coûte aujourd'hui, n'en parlons pas. Voilà, ou des études, si jamais il faut un peu des études. Donc voilà, simplement ce que je veux dire, c'est que pour finir sur le mouvement social, il y a une volonté des syndicats qui est très 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 forte. Il y a les leaders qui parlent, c'est une chose. Chacun dit son truc, voilà. La lutte syndicale ne peut pas aboutir sans prolongement politique. Il y a besoin d'une coordination
entre le mouvement social et les élus qui sont sur les mêmes idées progressistes, c'est-à-dire l'humain d'abord, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, le travail dans la rue est en train d'être fait. Je trouve qu'il y a une coordination qui est en place. Les élus d'opposition font ce qu'il faut. Ce qui reste maintenant, c'est être capable de tenir, parce que ça ne va pas se régler ce mardi, mais ce mardi, c'est quand même un appel pour la première fois depuis très longtemps de mémoire, un appel intersyndical unitaire de toutes les organisations syndicales, y compris les plus réformistes, celles qui ont tendance à céder parfois un peu trop vite. Donc il y a une union sacrée, ça montre à quel point cette réforme est néfaste pour l'ensemble du monde du travail et pour ceux qui sont déjà à la retraite d'ailleurs aussi, entre parenthèses. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'on est sur quelque chose d'historique. Maintenant va être posée la grève reconductible à partir de mardi. Je l'ai vécu, j'ai suivi plus de 900 jours de grève dans ma vie, donc je sais exactement ce que c'est, les difficultés que c'est. C'est quelque chose de pas simple. On croise les doigts pour que les grosses entreprises vont être la locomotive, mais ça ne suivra pas si derrière l'ensemble des Français qui disent à 70% voire plus sont opposés à la réforme, ne se bougent pas pour descendre dans la rue. Donc il faut convaincre les retraités, les chômeurs, tout ce qu'on peut, même les enfants, il faut descendre dans la rue. Il faut descendre dans la rue, c'est uniquement la masse. Les actions coup de poing de certaines professions vont avoir lieu, ça c'est en parallèle, mais les journées d'action, il faut être plus de 2-3 millions dans la rue. Il n'y a que ça qui pourra faire plier Macron et son gouvernement, parce que sinon on va vers des déconvenus. Là où il y a espoir, c'est que quand la rue, elle sait faire ce qu'elle a à faire, et que les élus d'opposition jouent leur rôle dans leur lieu, on finit toujours par gagner. Merci. Merci. Alors moi, je voulais dire merci aussi aux organisateurs de nous donner la parole sur ce sujet aujourd'hui. Moi, je représente donc Génération.S. Et nous aussi, bien sûr, nous sommes opposés, nous voulons sauver le système des retraites, cet acquis social que nos aînés ont su imaginer et structurer, un système qui fonctionnait et que, comme vous le disiez précédemment, les gouvernements successifs ont déconstruit et détricoté. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que les différents gouvernements successifs, en fait, ces dernières années, ils ont détricoté le système des retraites, mais aussi ils essayent de détricoter le système de notre société, en fait. Un système d'acquis social reposant sur la solidarité. Je voulais dire cette phrase qui est relative à la mise en place de la sécurité sociale. Je contribue selon mes moyens et je bénéficie selon mes besoins. Cette phrase, elle donne une direction pour la société et elle définit des valeurs. Et ces valeurs, elles sont en train d'être bafouées et complètement aller à l'encontre de ce que veut le peuple. Donc, j'aimerais aussi rappeler que le régime général, donc mis en place en 1945, il a été mis en place en 1945, et puis il s'appuie aussi sur la Constitution, le préambule de la Constitution de la 4e République. Et ce préambule nous dit la nation doit garantir à tous, notamment aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Et est-ce que notre société aujourd'hui garantit à tous les retraités des moyens convenables d'existence? Non. Est-ce que la réforme proposée par le gouvernement va le permettre? Non. Est-ce que cette réforme va revaloriser les retraites comme ils ont voulu nous le faire croire? Non. Est-ce que cette réforme va répondre aux problématiques que rencontre notre société? Ben non. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais j'en ai encore deux. Est-ce que cette réforme va permettre de soutenir les plus précaires? Toujours pas. Et est-ce que cette réforme va réduire les inégalités?
c'est encore mieux. C'est pour cela que nous ne voulons pas de cette réforme, et c'est pour cela que nous sommes en colère. Nous pensons que c'est l'enjeu de notre modèle de société, c'est notre modèle de société qui est en jeu. Nous voulons envisager la retraite comme la continuité du salaire tout au long de la vie. La collectivité peut décider de cotiser pour que tous les travailleurs, à un moment donné de leur vie, puissent bénéficier d'un temps libéré. Et le temps libéré, c'est précieux à Génération. Les personnes continuent à percevoir leur salaire qui leur permet de décider eux-mêmes de quelle manière ils veulent être utiles pour la société. C'est pour cela qu'on a décidé que l'âge de la retraite, à 60 ans pour les travailleurs et travailleuses, pour qu'ils disposent d'un temps libre, pour faire le choix de ce temps libre. Pour la société, les conséquences sont très concrètes. Nos familles familiales en France reposent sur les grands-parents qui assurent 23 millions d'heures de garde d'enfants. C'est autant que les assistantes maternelles. Et puis très souvent aussi, ces retraités, ils s'occupent de leurs parents qui sont en perte d'autonomie. C'est aussi grâce à ces jeunes retraités, par exemple, que la France bénéficie d'un tel tissu associatif. Plus d'un tiers des retraités sont dans une association. 48% des présidents d'associations sont des retraités. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les jeunes retraités, ils sont actifs. Et que c'est important qu'ils le soient pour tenir la société. Et j'aimerais mettre en perspective cet engagement associatif. Les associations, elles représentent 1,8 million d'emplois. Ceux qui sont engagés dans le milieu associatif le voient et le savent. Le temps qui est consacré aux associations, c'est du temps des retraités. Qui soutient ces associations qui permettent de créer 1 million d'emplois? Ce sont les retraités. C'est pourquoi nous pensons que cette retraite est injuste, injustifiée, comme vous le disiez avant, et puis qu'elle fragilise notre société. Le gouvernement assume et affirme sa conception des retraites comme un revenu différé, et tant pis pour les travailleurs et les travailleuses, tant pis pour si vous êtes malade, abîmé ou trop fatigué pour utiliser votre temps comme vous l'auriez voulu. La réforme du gouvernement n'a rien de pragmatique, elle est idéologique. Elle prône une certaine vision, en l'occurrence une vision libérale de la société, et à la NUPS, cette vision ne nous convient pas. Et je finirai par vous dire que nous nous y opposons aujourd'hui, nous manifesterons mardi, et on continuera les jours suivants contre cette réforme. C'est bon celui-là? Il marche? Oui, ça va. Est-ce que ça pose un problème si je parle de vous pour les images? Non, c'est bon. Je préfère parler de vous, voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci pour avoir organisé cette réunion. Et je suis particulièrement sensible au fait qu'elle ait été organisée à Mérindolles, dans un village. Et parce qu'on ne travaille pas, on n'est pas assez près. Les gens des villages ont plus de mal à se déplacer vers les centres-villes. Et je trouve cette présence massive aujourd'hui à cet endroit-là, pour nous qui, pour beaucoup, vivons dans un village, ben, c'est une très très bonne nouvelle et je suis vraiment particulièrement heureuse d'être là ce soir. Avant de parler, à proprement parler de la mobilisation, je vais revenir sur quelques principes généraux du système de retraite dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors même si les fiches de salaire ont évolué ces derniers temps et qu'on cache un certain nombre de choses ne sont plus inscrites. Quand vous avez une fiche de salaire, vous avez votre salaire brut, vous avez les cotisations sociales salariales et à côté, vous avez les cotisations sociales patronales. Et c'est ce qui finance notre système de retraite essentiellement. C'est-à-dire que toutes ces cotisations sociales, elles vont dans un fonds commun, et ce fonds commun qui va aller ensuite sur la sécurité sociale, sur un certain nombre le chômage et la retraite. Donc moi, je vais rester concentrée sur cette question des retraites. C'est donc très important d'avoir conscience que c'est notre salaire qui paye aujourd'hui les retraites. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire et il faut vraiment se rappeler qu'il s'agit de notre salaire.
On parle donc de salaire différé quand on parle des retraites, c'est-à-dire que c'est le salaire, les cotisations sociales que vous payez aujourd'hui, plus les cotisations patronales qui vous donnent droit plus tard sur un barème, selon ça évolue, à un certain niveau de retraite à partir d'un certain âge et à partir d'un certain nombre d'années de cotisation. Ça s'appelle le salaire différé. On parle aussi d'un système de retraite par répartition. Un système de retraite par répartition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tout le monde le sait, c'est que les actifs d'aujourd'hui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. En fait, ça, c'est très simple. Nous avons bien ça. Mais la grande victoire d'Ambroise Croizat en 1945, c'est le salaire socialisé. C'est-à-dire que toutes les cotisations sociales, et je vais vous lire exactement ce que c'est que le salaire socialisé, et ensuite je vais vous en parler. Une partie du salaire n'est pas versée directement au salarié, mais prélevé sur son salaire brut sous forme de cotisation sociale et redistribué à lui ou à d'autres travailleurs, sous forme de prestations sociales, assurance chômage, sécurité sociale et pension de retraite. Ça veut dire qu'une partie de nos cotisations ne va pas forcément aller à notre propre retraite, mais il y a bien un système de mutualisation pour permettre à chacun de pouvoir vivre dignement au moment de la retraite. Et une partie de vos cotisations, par exemple, va aller à des femmes qui ont eu un enfant et qui ont droit à 2 ans de retraite, pour lequel elles n'ont pas cotisé. Mais pour autant, c'est la vertu du système socialisé. Pour autant, elles vous donnent des droits. Et c'est à ça qu'on est en train de s'attaquer, et c'est à ça qu'aujourd'hui, Macron en particulier, mais depuis plusieurs années, c'est à ça qu'on est en train de s'attaquer. C'est-à-dire qu'une partie de l'argent des salariés est plus ou moins plutôt beaucoup, attaquée pour aller dans d'autres directions et ne plus servir cette mutualisation des salaires. Je vous rappelle, au début, j'ai dit cotisation sociale salariale et cotisation sociale patronale et le système de retraite. À chaque fois qu'il y a un allègement des cotisations sociales, c'est une part de notre retraite qui disparaît. C'est donc une bataille capitale salaire qui se joue en ce moment et qui prend des proportions particulièrement intenses à cet instant. Alors maintenant, sur le mouvement des retraites à proprement parler, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau parlementaire, donc comme vous l'avez suivi, le 47.1, qui est donc le véhicule législatif utilisé par le gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, il considère que ce régime des retraites, enfin cette contre-réforme des retraites, il va la faire dans le cadre du 47.1, c'est-à-dire une modification rectificative du budget qui a été voté de la sécurité sociale l'année précédente pour cette année qui vient. Et donc les camarades, les amis, députés de la NUP à l'Assemblée nationale se sont battus parce que ce véhicule législatif impose un délai et fait qu'à la fin, quand il n'y a pas d'accord sous 50 jours, je fais très rapide, sous 50 jours, le gouvernement peut passer par ordonnance. C'est ça qui est en train de se jouer et c'est tout le cinéma qui est fait tout autour, c'est en fait pour cacher cette forfaiture parce que c'est une forfaiture et c'est un abus. D'ailleurs, suivait quand même que Jérôme Gage, député socialiste de la NUP, justement va essayer de faire jouer l'anticonstitutionnalité sur ce sujet-là, parce qu'il y a la disposition, par exemple, de la pénibilité, n'a absolument aucun impact sur le budget de la sécurité sociale. Donc il n'y a aucune raison que ça passe dans cette loi rectificative. Donc ça, c'est une bataille qui est en train de se passer en ce moment à l'Assemblée nationale et au Parlement. Bon, c'est le Sénat aujourd'hui qui a les choses en main. Ensuite, il y a la rue. Alors la rue, c'est très important. Et effectivement, elle a très très bien dit Jean-Luc, la question du 7 mars, elle est primordiale. Il faut absolument qu'on soit les plus nombreux possible pour appeler, mais on fait des covoiturages chez nous à Mérard, par exemple, parce que moi j'habite Mérard, on organise même des covoiturages du village pour aller ensemble sur les points de manifestation. Parce que effectivement, la rue, ça va peser très très fort. Le 8 mars quand même, qui est la journée internationale des droits des femmes, donc j'insiste, c'est pour la première fois, les syndicats s'associent aux associations féministes avec ce focus. Il y aura bien sûr la bataille internationale des droits des femmes, elle est toujours d'actualité, évidemment, mais un focus particulier parce que les femmes particulièrement sont agressées dans cette réforme telle que la propose aujourd'hui, contre-réforme, pardon, telle que la propose aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc ça c'est très important, 7 mars, 8 mars, c'est pas que le 7 mars, c'est 7 mars, 8 mars, tous ensemble, tout ensemble, le plus possible dans la rue, ça c'est vrai. Aussi, Jean-Luc le disait tout à l'heure, il y a la grève des combustibles. Certaines entreprises, et ça c'est pas nous qui décidons, mais certaines entreprises
vont décider, les entreprises, notamment les transports, vont décider, peut-être, enfin normalement c'est ce qui est en train de se dessiner, qu'on part sur une grève reconductible. Alors une grève reconductible, il faut en avoir conscience, ça veut dire que des salariés, au nom de l'intérêt général, vont perdre du salaire. Ça veut dire que nous avons une responsabilité, nous, pour soutenir ces salariés, c'est évidemment d'aller sur les piquets de grève, évidemment de cotiser aux caisses de grève, et absolument de les soutenir le plus possible, et même de les remercier, de le soutenir partout où on le peut. Alors maintenant, je ne veux pas être très longue, parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est le débat. Pour conclure, il se passe quand même quelque chose, en tout cas qui moi me touche dans ce pays à cet instant, quelque part, c'est une conscience de classe. Parce que ce sont les salariés qui sont en train de se révolter ensemble, dans l'unité syndicale, dans l'unité des partis de gauche, qui sont en train de se réveiller ensemble, de lutter pour empêcher cette contre-réforme dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée, d'arriver. Et ça, c'est une conscience de classe. Et cette conscience de classe, on doit la tenir, cette unité, on doit la tenir le plus possible. On n'a qu'un seul mot d'ordre, un seul, retrait de ce projet de loi dégueulasse. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Effectivement, cet après-midi, je vais d'abord commencer déjà en remerciant évidemment les organisateurs et surtout les militants, parce qu'organiser une réunion comme celle-ci, ça demande beaucoup de temps pour aller tracter, pour aller afficher. Donc déjà, je voudrais qu'on commence par applaudir tous les militants qui ont organisé cette réunion ce soir. Ensuite, je voudrais commencer par vous dire que j'étais cet après-midi à Aix-en-Provence avec les jeunes qui sont mobilisés pour le climat, parce qu'aujourd'hui c'est la grève mondiale pour le climat. Et vous savez, on chante souvent avec les jeunes cette chanson pour dire on est plus chaud que le climat. Et j'ai bien aimé le lien justement qu'on pouvait faire avec cette réunion ce soir, parce que s'il y a quelqu'un qui a bien chaud en ce moment, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Parce qu'au vu des dernières sorties qu'ils sont en train de faire en ce moment dans la presse, dans les médias, je trouve qu'on voit le niveau d'un gouvernement aux abois total face à une mobilisation historique qui n'a pas eu lieu depuis les 30 dernières années. Donc cette mobilisation, et d'ailleurs c'est ce que tu disais Jean-Luc, sur la dimension historique de cette mobilisation, et derrière, alors les dernières sorties, parce qu'on va quand même en citer quelques-unes, quoi. La dernière sortie de Olivier Véran, c'est... attention, mettre le pays à l'arrêt le 7 mars entraînerait une catastrophe écologique et sanitaire. Oui. Non, ils n'ont plus d'arguments là. Ils sont passés à la phase de bientôt l'invasion des sauterelles et tout, apocalypse. Deuxième intervention, Emmanuel Macron lui-même, qui va à Rungis et qui vous dit non mais de toute façon, regardez, c'est la France qui se lève tôt et les gens ont compris qu'il faut travailler plus longtemps. Quels gens? Présentez-nous-les. Aujourd'hui, 93% des actifs vous disent qu'ils n'en veulent pas de cette retraite à 64 ans. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas travailler plus. Alors, quels gens? Le salon de l'agriculture, deuxième intervention d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous comprenez, nous sommes avec des agriculteurs qui n'ont pas de jours fériés, qui n'ont pas de week-end. Ah bah super comme modèle. On leur rappelle que la profession est touchée par beaucoup de souffrance au travail et qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours du fait de la souffrance au travail. Vous voyez un gouvernement aux abois? Et alors ça, c'est sur la question de la forme. Et si on veut rentrer sur le fond, alors là, vous avez Olivier Dussopt, qui vous explique qu'en décembre, vous savez, avec notre réforme, nous allons tous avoir 1 200 € minimum. Ça, c'était en décembre. En janvier, c'était non, en fait, c'est 200 000 personnes qui vont être touchées et qui vont pouvoir avoir 200 000 €. Bon. Février, c'était 40 000. On est arrivé en mars, là, il nous a dit il y a 2 jours que c'était 20 000. Donc si on tire jusqu'en avril, ça sera 3 et selon les années bissextiles, quoi. Donc vous voyez un petit peu où on en est sur le fond de ce gouvernement qui ne sait même pas ce qu'il est en train de proposer, qui ment sur cette réforme. Donc c'est pour ça que je dis ce gouvernement a chaud. A chaud, et il a raison d'avoir chaud, parce que la mobilisation est massive.
Et les gens ont tout à fait compris que cette réforme était inutile, cruelle, et qu'elle était inefficace. Et je veux revenir sur ces 3 points parce que, d'abord, inutile, et on va donner un peu des arguments, parce que là, il faut convaincre, même si je pense qu'on a déjà gagné la bataille des idées, mais inutile, bon, évidemment, la première argumentation du gouvernement, c'était de se dire, vous comprenez, il faut aller à l'équilibre financier, si l'équilibre financier est menacé, c'est le corps qui le dit, alors là encore, hein, à quel moment, parce que plusieurs scénarios disent qu'on revient à l'équilibre, mais bon, admettons qu'on veut se fier au corps, et moi j'ai envie de dire, donc le corps c'est le Conseil d'orientation des retraites, et donc j'aimerais prendre un exemple de leurs prévisions. En 2013, le corps justement disait qu'en 2022 nous aurions un déficit du système des retraites de 22 milliards. C'était en 2013, pour 2022 ça fait loin. En 2019, ce même corps nous dit pour 2022 nous aurons un déficit de 10 milliards. Bon, c'est 3 ans quoi, de prévision. 2022, résultat, nous avons un excédent de 3,2 milliards. Alors c'est sur ça qu'on va se baser pour piquer 2 ans de vie aux gens. Non mais c'est totalement hallucinant. Et si, bon, admettons que déjà ces prévisions sont comme vous le voyez un peu bancales, mais s'il veut faire rentrer de l'argent, mais on peut lui dire où en trouver quoi. Par exemple, l'égalité salariale. Payer la même chose, un homme et une femme, eh bien ça fait rentrer 5 milliards de cotisations sociales dans les caisses des retraites. Vous voulez aller chercher de l'argent? On vous dit où en trouver. L'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 80 milliards par an. Vous voulez qu'on trouve de l'argent? On peut en trouver. Le rétablissement de l'ISF, c'est 4 milliards par an. L'augmentation des salaires, ça fait rentrer aussi des cotisations sociales. Et donc, ils vont même se rendre compte, quand ils auront fait rentrer tout cet argent, qu'ils vont pouvoir nous donner la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Voilà ce qui se passe passer lorsqu'ils comprendront concrètement ce qui se passe avec le financement de ces retraites. Après, je vous dis que c'est cruel. Donc ça, c'était la partie inutile. Cruel, pourquoi? Eh bien, cruel parce que cette réforme ne prend pas en compte que autour d'une même génération, les écarts d'espérance de vie sont considérables. Qu'il y a 13 années d'espérance de vie en moins entre les 5% les plus pauvres de ce pays et les 5% les plus riches. Qu'il y a 6 ans entre un ouvrier et un cadre. Qu'à 62 ans, un quart des hommes de ce pays sont déjà décédés. Donc cette réforme est totalement cruelle. Et avec son projet, parce que moi je viens du secteur du BTP, j'étais syndicaliste CGT dans la construction, et dans le secteur de la construction, vous voyez, il y a seulement 4% des travailleurs, donc il y a 1,4 million de salariés dans la construction, il y a seulement 4% des salariés qui arrivent à 60 ans. Et ce secteur-là a été d'ailleurs le premier méprisé, parce que c'est lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est lui qui a sucré tous les 4 critères de pénibilité sur 10. En disant, vous comprenez, le travail n'est pas pénible. Peut-être pas à la banque Rothschild, mais en attendant, pour des millions de gens dans ce pays, le travail est pénible. Et donc Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, a sucré 4 critères de pénibilité. Et aujourd'hui, un ouvrier du bâtiment a en moyenne 6 à 8 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne des salariés. Il y a encore un mort par jour au travail dans le BTP. Et tout ceci n'est pas pris en considération. Et pire encore, justement, dans sa réforme, ça on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, mais il a quand même suggéré de baisser une cotisation, celle sur les accidents du travail. Il a dit, vous comprenez, c'est excédentaire pour le moment. C'est excédentaire pourquoi? Parce que la majorité des employeurs ne déclarent pas les accidents de travail et qu'aujourd'hui, il y a plus de 1,2 million d'accidents de travail dans ce pays. Et vous pensez qu'effectivement, c'est là qu'il faut aller couper sur les accidents de travail? Eh bien là aussi, c'est pour ça que je vous dis, cette réforme est totalement cruelle et enfin inefficace. Et là, je pense que c'est, je ne sais plus si c'est qui l'a dit entre vous deux, mais inefficace parce que contraindre de travailler plus longtemps, c'est évidemment empêcher les jeunes qui peinent à rentrer dans l'emploi et de rentrer dans l'emploi et les seniors qui peinent à rester dans l'emploi et de rester dans l'emploi. Donc c'est totalement inefficace. Et face à cela, bien évidemment, quand on a décrit tout ça, et voyant qu'il n'a plus d'arguments, et du coup il dit oui mais c'est la faute à l'Europe.
Ça, c'est une bonne... voilà, on n'a plus d'arguments au niveau national et donc on passe au niveau européen. Bon, ben, très bien, alors que se passe-t-il au niveau européen? Oui, ben, partout en Europe, soi-disant, on travaille plus. Bon, ben, c'est pas vrai. Par exemple, le départ à la retraite en Grèce, c'est 62 ans avec 40 annuités. La retraite en Pologne pour les femmes est de 60 ans. Donc déjà, c'est faux. Et après, ben, si vous voulez prendre des exemples, c'est vrai que, par exemple, le modèle allemand qui a fait en sorte que lorsqu'on est passé la réforme des retraites, on est passé de 15% à 20% de taux de pauvreté chez les seniors, c'est merveilleux comme système. L'Irlande l'a fait aussi. Ben, ils sont passés de 12% de taux de pauvreté chez les seniors à 20%. Les Pays-Bas l'ont fait, 6%, ils sont passés à 17%. Et la Suède, ils nous ont carrément dit, je ne sais pas si vous avez vu cette interview assez impressionnant, où l'homme qui a donc c'est Karl Sherman, si je le prononce bien, donc c'est l'homme qui a fait la retraite en Suède à 65 ans, et il a dit, Monsieur Macron, renoncez à votre réforme. Nous l'avons fait en Suède, lorsque nous l'avons fait, le pouvoir d'achat des retraités a diminué de 72% pour les hommes et 92% pour les femmes. Ne faites pas cette réforme des retraites. Donc s'il veut regarder en Europe, qu'il regarde tous ces indicateurs quand même qui sont révélateurs de la situation. Et moi je lui dis plus personnellement que s'il veut regarder en Europe, j'ai moi aussi quelques exemples justement, en Croatie et en Slovénie, où les gouvernements respectifs ont voulu faire des réformes des retraites, et face à la mobilisation populaire, face à la mobilisation massive, eh bien, ils ont retiré leur réforme des retraites, en Slovénie et en Croatie. Voilà le modèle que vous devez suivre, Monsieur Macron, retirez votre réforme des retraites. Et donc je conclurai évidemment, comme mes collègues l'ont fait, sur le 7 mars, parce que nous avons, alors à partir du 7 mars, pas le 7 mars, à partir du 7 mars. Parce qu'évidemment, le compte à rebours a commencé. Vous avez vu que notamment, je crois que c'est la CGT Énergie qui a commencé la grève aujourd'hui dans les centrales nucléaires. Et d'ailleurs, le secrétaire général nous a contactés d'ici peu pour nous dire, alors la ministre nous a appelés parce qu'elle est inquiète. Donc déjà, ils sont inquiets avant même que le 7 soit arrivé, donc je ne vous explique pas ce que ça va donner par la suite. Donc évidemment, nous devons nous mobiliser, nous devons faire converger les luttes, c'est extrêmement important. Nous, à partir d'aujourd'hui, on est allé voir tous les commerçants aussi pour leur dire de baisser le rideau le 7 mars par solidarité. On leur a expliqué aussi à travers une lettre pourquoi c'était primordial aussi de se battre à nos côtés, donc les commerçants, les lycéens évidemment, quelles que soient vos revendications en fait, parce que il y a des revendications qui ne sont pas forcément celles des retraites, même si évidemment un commerçant a aussi une retraite. Mais par exemple, si vous êtes révolté parce que votre prix de l'électricité est passé de 1000 à 10 000 euros par mois parce qu'on n'a rien régulé au niveau européen et donc c'est un prix totalement spéculatif, eh bien si vous êtes révolté par vos factures énergétiques, venez avec nous. Si vous êtes révolté en tant que lycéen parce que le gouvernement honteusement a refusé le repas à 1 euro alors que les étudiants se retrouvent de plus en plus à l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, eh bien venez avec nous. Quelles que soient vos revendications, venez avec nous, parce que si nous faisons reculer le gouvernement aujourd'hui sur les retraites, nous le ferons reculer sur tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire converger les luttes, c'est un élément déterminant. Et aussi, et je terminerai sur ça parce que je suis internationaliste, il faut savoir aussi que le monde nous regarde en cet instant. Aujourd'hui, on a reçu des messages de solidarité, donc entre hier et aujourd'hui, du Panama, du Pakistan, de l'Inde, du Népal, des Philippines. Partout dans le monde, les organisations syndicales, mais aussi des travailleurs, se mobilisent et nous envoient des messages de solidarité. Au Bangladesh, ils ont carrément fait une mobilisation devant l'ambassade de France avec des pancartes de solidarité aux travailleuses et travailleurs qui se mobilisent en France. Donc c'est aussi le message que nous avons. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde et nous n'avons pas de choix. Nous devons gagner. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Au début, elle était à la Roque d'Enterron.
Mais je suis très content que ce soit à Mérindol. C'est une ville où je suis venu grâce à mon ami Philippe Batou, qui est notre maire. Et je suis venu parler dans cette salle, j'ai oublié le nombre de fois, peut-être une vingtaine de fois depuis plus de 40 ans. Et ça me fait plaisir de me retrouver à vos côtés ce soir. Il faut dire aussi merci aux militants. Rien de grand s'est fait dans le monde sans militants. À partir du moment où on sait ça, on sait qu'on ne perd pas son temps quand on diffuse un tract, on fait une réunion, on parle à son voisin et qu'on milite dans son syndicat et qu'on défend tous ses camarades de travail. Merci aussi que ça soit unitaire. Parce que si on est en mouvement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'unité syndicale. C'est toujours irremplaçable, l'unité. Ils sont tous là, les syndicats, pour la première qui me dit oh, il y en a qui vont craquer. Ne dites jamais ça. Dites toujours on va faire un tel front que personne ne craquera dans ce front. C'est comme ça qu'il faut le prendre, pour arriver à ce que l'unité réalisée dure jusqu'à la victoire. Et évidemment, le pendant politique, c'est que ELV, LFI, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et d'autres organisations plus modestes comme la mienne, mais participent à la NUPES et se proposent de donner une issue politique, parce que ça peut aller très vite si nous réussissons à bousculer et à faire retirer ce projet, que des questions politiques beaucoup plus grandes, comme tu viens de le dire, se présentent à nous. Et il y a de quoi, hein, vraiment, vous l'avez magnifiquement dit tous avant moi. Entre 60 et 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Enfin, c'est là où vous êtes encore en forme physique ou le maximum de chances de l'être. C'est là où vous pouvez profiter. Tu as parlé de toutes les activités associatives, de tout ce qu'il peut y avoir de création. Celui qui n'a jamais fait de peinture se met à faire de la peinture. Celui qui n'a jamais fait de guitare apprend la guitare. Moi, c'est une petite table bleue avec des chaises bleues, la mer bleue, le ciel bleu, un verre d'ouzo et un poisson grillé quelque part dans une île grecque. Mais pour pouvoir faire ça, il faut à la fois être en forme, il faut avoir aussi un revenu et une retraite décente. Sinon, on ne peut rien faire. C'est ces deux choses-là qu'on est en train de défendre ce soir. Les plus belles années de la retraite, 60, 65 ans. L'espérance de vie en bonne santé est entre 64 et 63. Elle tendrait, d'après Alternative économique du mois dernier, plutôt à baisser. Et nous disons on vit plus longtemps. Ça stagne. Puis d'abord, qui est le monde vit plus longtemps? Parce qu'on n'est pas tous à égalité, comme vous l'avez fort bien dit. Et si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter plus longtemps. C'est pas pour bosser plus longtemps. C'est pour avoir, comme dit Ambroise Croizat, une deuxième vie, plutôt qu'être l'antichambre de la mort. Et donc, dans ce choix, c'est en effet un choix de société. Et puis, c'est un choix intime, c'est un choix pour tous. C'est tellement anormal de nous voler ces 2 années. Et vous l'avez dit, sans nécessité. Alors, je ne vais pas reprendre les arguments, je vais essayer d'en trouver d'autres, parce que comme je parle en dernier, ils essayent comme ça ne justifie pas leur truc sur les chiffres. Ça ne justifie pas sur les milliards. On peut même en rajouter, hein, la caisse de réserve des retraites, le fonds de réserve mis en place par Lionel Jospin. Moi j'étais contre, parce que je disais, c'est mieux de se baser sur le travail de ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui ne travaillent plus. Ah, vous voulez un fonds de réserve en plus? Mais il va connaître le sort de tous les fonds de pension, même s'il est public, parce que vous allez placer l'argent. Ils ont placé l'argent. Il y avait 400 milliards, c'est monté, et puis en 2008, ça s'est oublié, c'était écroulé. Alors ils en ont remis dedans. Mais aujourd'hui, il y a 30 milliards dans le fonds de réserve des retraites, 30 milliards qui sont fonds de réserve des retraites. Et pourquoi on ne s'en sert pas? Alors on peut dire aussi, dans les retraites complémentaires, moi je suis pour une seule cotisation, une seule retraite, une grande sécurité sociale, je suis contre toutes les diversions, les mutuelles et tout ça. Bon, mais il y a 116 milliards dans les retraites complémentaires. L'année prochaine, en 2024, la CADS, la Caisse de remboursement de la dette sociale, s'achève, c'était mis en place par Juppé, mais ça va dégager 24 milliards par an. Qu'est-ce qui nous embête? Il n'y a pas un argument financier, pas un. En 2030, il y aurait des difficultés. Moi, je raisonne toujours comme ça. Si vous avez des difficultés potentielles en 2030, en plus, on n'en sait jamais rien. Ils se trompent tout le temps. Mais même si c'était le cas, on peut corriger en 2029. Il suffit d'ajuster la cotisation aux besoins de la prestation.
Vous ajustez la cotisation, calculez, je veux la retraite à 60 ans, je veux que ça sera au bout de 40 annuités ou 37 annuités. Eh bien, je calcule combien c'est, et qu'est-ce que ça va donner? 0,1, 0,2% sur la cotisation pour chacun de nous. C'est $1, c'est aucun problème. Alors vous avez Attal, Gabriel, quand je le regarde, j'ai toujours l'impression que c'est un drone qu'on a envoyé avec les yeux vides pour nous dire, mais vous êtes fous, les cotisations, c'est des taxes, c'est de l'impôt, vous le comptez. Mais c'est vrai que nos concitoyens se laissent berner parce que la retraite n'est pas un impôt. La retraite n'est pas un impôt. Ce n'est pas l'État, la retraite. La retraite, c'est nos cotisations, comme tu l'as fort bien dit, Hélène. Et donc la question, si ça n'est pas un impôt, c'est une cotisation, ça relève de nous. D'ailleurs, ça mériterait à nouveau des élections aux caisses de la sécurité sociale et aux caisses de retraite, plutôt que d'être à la merci d'une loi LFSS, comme ils le font, décidée par des technocrates à Bercy, sur des critères qui ne tiennent pas. Parce qu'à ce moment-là, si c'était nous qui décidions, élisions ceux qui gèrent nos retraites, et élisions sur la base des cotisations, puisque c'est notre salaire, alors il y aurait une démocratie sociale qui jamais ne verrait surgir ce que nous subissons aujourd'hui. Alors, les points que vous n'avez pas... Il y en a un que j'aime bien, c'est l'index. Vous avez réfléchi à cette question d'index, l'article 2 de leur loi. Alors, ils ont inventé qu'ils feraient un index, ou qu'ils mettraient à l'index les entreprises qui ne traiteraient pas bien les seniors entre 55 et 64 ans, et qui les mettraient dehors. Je suis penché sur cette question, parce que index, c'est désigné. C'est le mur de l'honneur et le mur de la honte. Shame et fame. Et alors on va trier les entreprises pour dire attention, celle-là n'agit pas bien. Comment ça va se faire? Alors, ils ont commencé par dire que ça serait une entreprise de plus de 50. Moi, j'ai calculé, je suis un vieil inspecteur du travail, ça fait 3% des entreprises. Puis après, ils ont dit c'est une entreprise de plus de 300. J'ai calculé, ça fait plus que 1,5% des entreprises, soit 36 000 sur 1 200 000. Et maintenant, le Sénat est à les entreprises de plus de 500. Déjà, ils ont quand même un petit peu peur de la honte, hein, le mur de la honte. Mais qui va aller ensuite, même s'ils étaient identifiés une entreprise qui ne traite pas bien les mineurs, qui va aller? Ah, il y a 1600 inspecteurs du travail. Vous croyez qu'ils vont aller voir les 36 000 entreprises pour savoir s'ils les mettent sur fame ou shame? Bien sûr que ça ne se fera pas. D'ailleurs, s'ils le faisaient, ils le savent d'avance, ça n'aurait aucun résultat, puisqu'il n'y a pas de sanction. C'est simplement moral. Et il y a déjà un ministre qui a tenté ça, c'est Xavier Darcos en 2010. Il a fait ça pour la légalisation des salaires femmes-hommes. Il a tenu 2 jours. Il a été viré après. Tous les patrons disaient « Non, tu m'as mis sur le mur de la honte, c'est pas question. Nous, t'as pas bien compté, c'est pas comme ça. On est à jour, on est à égalité. » Et il a dû renoncer. Ça serait pareil avec le fameux index. Mais surtout, c'est un aveu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème entre 55 ans et 64 ans. C'est un aveu qu'il y a 2 salariés sur 3 qui sont licenciés, inaptes au chômage, ou dans une caisse parallèle ou autre pour essayer de survivre. Donc en fait, leur système ne marche pas. Et l'index ne marcherait pas non plus. Après, ils ont dit les critères de pénibilité. Alors quand on dit pénibilité, les journalistes commencent à s'endormir. C'est un sujet qu'ils n'abordent pas. Ou alors on ne sait pas de quoi on parle. Souvenez-vous, Sarkozy 2010. Il avait mis 10 critères de pénibilité. On est en juin 2010 et il calcule un taux d'usure de 20%. Qu'est-ce que c'est un taux d'usure? Votre coude gauche, votre coude droit, votre colonne vertébrale. Et c'est individuel le taux d'usure, c'est assez insolent. On nous prend pour des bestiaux, on va mesurer. Il avait senti Sarkozy, parce qu'on a manifesté beaucoup, et au mois d'octobre, il avait baissé le taux d'usure, dites donc. Il était passé de 20 à 10%. Mais en même temps, ils ont levé des critères. Ils sont passés de 10 à 4 critères. Dans les 4 critères, ça me fascine toujours, ils ont mis le critère hyperbare. Alors tous les gens bug. Bon, bah, c'est ceux qui travaillent dans des caissons, qui sont des hommes grenouilles, ils travaillent sous une pression. Il y en a moins de 1000 en France. Mais ils n'ont pas gardé le critère travail de nuit. Les critères travail de nuit, ça nuit. Vous avez à peu près 4 900 000 personnes qui travaillent de nuit. Et ils n'ont pas mis dedans. Les travails postés, 3-8, 4-8, 5-8, c'est un peu plus de 2,5 millions de personnes. Alors là, bon, ça fait déjà beaucoup.
Et puis après, qu'est-ce que c'est la pénibilité? Tu as eu raison de parler des infirmières, par exemple, parce que chercher la veine avec ses lunettes à 62 ans, ça n'inspire ni confiance à la piqueuse, ni confiance au piquet. Il y a un doute. Mais même l'instituteur, au bout de 40 ans, faisant sa rentrée, à 63 ans, les cheveux blancs, avec ses gamins autour, est-il dans son rôle? La pénibilité, en fait, est liée au travail. C'est ce que dit Macron. Il avait dit « Je n'adore pas le mot pénibilité associé au mot travail ». Donc il voulait nier. Et il continue de le faire. Parce qu'ils ont transformé la notion de pénibilité de notion collective en notion individuelle. Avant, ça se concevait pour un métier, pour une branche. Et on n'essayait pas de distinguer à l'intérieur de la branche ou du métier qui avait le coup de gauche déjà abîmé et qui allait avoir le coup de droit bientôt. C'était collectif. C'était pas individuel. D'ailleurs, si c'était individuel, il y a 4600 inspecteurs du travail en France pour 18,5 millions de salariés dans le privé, 5,5 500 000 dans le public et 5,5 millions de chômeurs qui sont des salariés temporairement privés d'emploi. Et donc, comme on voulait faire avec 4600 médecins du travail, ils avaient envisagé des visites à 45 ans. Puis ils ont retiré 50. Puis après, ils ont dit une visite à 61. Puis ils ne savent plus quoi dire, parce que de toute façon, elles ne seront jamais faites. Et donc, sur la pénibilité, ils mentent à tous les niveaux. Moi, je prétends que la pénibilité est liée et consubstantielle au travail. Et que même si vous êtes dans un bureau, vous avez intérêt à porter des bas de contention, parce qu'assis pendant à peu près 8 heures, c'est le taux d'AVC risqué. C'est plus les coups de poussier qui tuent. Parce que j'ai vu la Patria, c'était... Vous savez, François Patria, il est devenu un pote à Macron, c'est un renégat socialiste. Il a totalement passé de l'autre côté. Et il a dit « Oh, mais le travail aujourd'hui, c'est plus comme dans le passé. Il porte des exosquelettes. » Il y a un journaliste dans son département qui a fait son métier. Il est allé enquêter dans le département, je crois que c'est Saône-et-Loire. Il a trouvé 2 salariés, même pas chez Amazon, qui avaient des exosquelettes. Il est allé plus loin, il est chercher le prix des exosquelettes. 7 500 € pièce. Ça va sentir les exosquelettes. Mais comme ils n'ont pas du tout d'argument, il faut qu'ils aillent chercher des choses de cette nature. Et moi, je dis qu'un AVC sur 2 est lié au travail. Quand c'est plus les coups de poussière et les coups de grisou qui tuent, c'est que le travail tue autrement. Et que les garçons de café, les postiers qui se tiennent debout, les garçons de café, ils ont des phlébites très tôt. Tous ceux qui se trouvent dans une situation avec une charge mentale considérable, ils sont stressés. Et on sait bien que si on vit plus longtemps, la biologie du corps humain est inchangée. À partir de, en gros, 55 ans pour tout le monde, même si on fait beaucoup de tennis, vers 55 ans, toutes les tâches deviennent pénibles. Et vous avez compris les tâches mentales, le travail. C'est d'ailleurs pour ça que les patrons se débarrassent de nous vers 55, 56. Pour 2 raisons. C'est qu'ils trouvent qu'on est, enfin, en fait, il y en a 3. Ils trouvent qu'on est peut-être déjà plus aussi productif. La deuxième, c'est que vers ces âges-là, on a un peu de bouteille, on ne se laisse plus intimider, on résiste plus. Et dans l'entreprise, on regarde celui qui a 55, 56, 57, c'est souvent un phare, et il est capable de dire non à un petit chef ou à un patron. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est qu'il coûte plus cher à cet âge-là. Parce que comme soit il a des indemnités d'ancienneté, soit il a progressé quand même, bien qu'il bloque tous les salaires, bon bah ça devient insupportable d'avoir à 50. C'est pour ça qu'il vire. Alors maintenant dire, avec l'index et des critères pénibilité, ils ont inventé la C2P. Alors c'est la prévention de la pénibilité. Et l'année dernière, avec ça, on vous dit, vous pourrez peut-être partir plus tôt. Avec ça, l'année dernière, il y a 10 000 personnes, chiffre de la terrestre, du SOP, qui ont eu un petit avantage de quelques mois. Et en fait, à l'heure où je parle, il n'y en a que 4 000 sur 30 millions de salariés, qui ont le C2P à jour pour partir quelques mois avant. Tout ça est atteint, même du point de vue de la communication, de l'intelligence, de la sociologie, de l'humanité, de l'économie, tout ça atteint un degré de ridicule considérable.
Et il n'y a donc aucune raison, évidemment, que nous nous laissions faire. Mais il faut décortiquer le plus possible chacun des sujets. J'étais dans un meeting en ce moment, je reviens de, pas faire ma carte de France, mais du Jura, de la région parisienne, de Roubaix. Hier soir, j'étais à Sedan, et à chaque fois, je retrouve les mêmes choses. Et c'était à Puteaux. Les habitants de Puteaux, c'est les putéoliens. J'ai trouvé ça... Et j'avais un militant de la CGT, de Renault. Et il raconte, il dit, moi je suis dans une boîte très élevée de Renault, on conçoit les voitures, on les dessine, et vous savez, sur 750, on est 2 syndiqués. Bon, tout le monde le regarde avec un peu... Il dit, mais c'est difficile, mais vous savez, on était 10 à la dernière manif. Ça vous paraît rien, à vous, de passer de 2 à 10. Mais moi, il m'a fallu 30 ans de ma vie pour y arriver. Alors je m'accroche à 10. Mais quel est notre travail aujourd'hui? C'est de convaincre le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e pour le 7 mars et les jours qui suivent. Alors moi, j'ai des éléments d'optimisme. Vous avez vu, c'est à Ouessant. Il y a 130 manifestants à Ouessant. Dans l'île de Groix, il y a eu 200 manifestants. Puis vous connaissez peut-être Plohermel. Alors c'est le nord du Morbihan. La partie est tellement réactionnaire que moi, que la première fois que je suis allé faire un meeting, les socialistes n'osaient pas se présenter. Il s'appelait le club du lundi. Clandestin. Le lycée est au milieu de Plohermel, c'est les frères. Et le lycée public est à 10 km dans la forêt de Brocéliande. Le jour où j'étais allé pour parler, je crois que c'était des 35 heures, enfin peu importe, c'était Yves Rocher, il avait un petit journal qui s'appelle le Journal du Pays. Et j'avais dit qu'un patron sur 2 trichait avec les heures supplémentaires. Et ça devient la une du journal de Yves Rocher. Et Ancelin, le maire de l'époque, avait pris un arrêté pour m'empêcher de revenir parler dans la ville. Quand j'arrive à Paris, l'AFP m'appelle, elle me dit, vous avez vraiment dit un patron sur 2 trichait? Je dis, oui, mais je me suis trompé, c'est 2 sur 3. Le gars me dit, je peux le mettre? Je dis, je vous le dis pour le mettre. Je vous décris ça parce que j'écoutais France Inter l'autre jour, 1000 manifestants à Plohermel. C'est-à-dire qu'en fait, la force du salariat, on est 30 millions. Hein. En 1910, on était 3 millions. Le salarié est devenu progressivement majoritaire. Au Front populaire, il ne l'était pas. En 1945, il ne l'était pas. C'était seulement 45% de salariés. Le salariat commençait à devenir majoritaire en mai 68. François Mitterrand avait dit quand il avait été élu, c'est la majorité sociologique qui a gagné. Il avait raison sur ce point-là. Et ensuite, le salarié a monté à 92, 93. Macron expulse en ce moment les salariés du salariat. Puis ensuite, il les expulse des caisses de chômage. Et ensuite, il les ubérise. Il y a 2% de salariés en moins depuis que Macron est là. C'est un processus délibéré, volontaire. C'est un objectif. Écarter le salariat de ses droits, de ses délégués du personnel, de ses comités d'entreprise, de ses CHSCT, de ses délégués syndicaux, de ses syndicats, de la médecine du travail, de l'inspection du travail, des prud'hommes et des cotisations sociales. Dans le texte, personne n'a lu le texte de Macron, qui s'appelait Révolution. Ce mec-là s'est fait lire avec un livre qui s'appelait Révolution quand même. Mais dedans, la révolution, c'est de supprimer les cotisations sociales. C'est de les fiscaliser. Parce que les fiscaliser, ça les met sous le contrôle de l'État. Tandis que les maintenir dans un budget séparé, elles restent encore, même malgré la LFSS, un peu notre affaire. Celle des 30 millions de salariés. Et le budget de la protection sociale, c'est 850 milliards. 500 pour la santé, 350 retraites. Le budget de l'État, c'est 500 milliards. Le budget des collectivités territoriales, c'est 250. Mais où est la dette? Quand il vous parle de dette, demandez quelle dette? Quelle dette? Parce que celle des 850 milliards, elle est à peine de 10%. C'est epsilon. Celle des collectivités territoriales, c'est à peu près 11%. Celle de l'État, c'est 80%. 80% vient de l'État comme dette. Pas de notre protection sociale. Si on s'en occupait nous-mêmes de notre protection sociale, ça marcherait, je vous le dis tout de suite. C'est parce qu'ils veulent s'en emparer qu'ils posent des problèmes dedans. Et puis, pourquoi il y a une dette à l'État? Parce qu'ils ont supprimé les recettes. C'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. Ils ont abaissé tous les impôts, ils donnent 207,5 milliards aux chefs d'entreprise. Et ils ont trouvé 413 milliards pour donner aux armées. Il y a 2 mois. On peut
voir les choses autrement avec une présentation comme celle-ci, et donc se dire que le 7 mars, si on gagne, chez mon pote de Renault, là, le 11e, le 2e, le 10e, le 13e, si on gagne, c'est une alchimie, hein, une explosion sociale. Ça ne se décide pas. C'est le travail que les militants ont fait, ça travaille les esprits, les consciences, le collectif, et c'est l'action qui fait avancer des millions d'autres gens. Il y a 3,5 millions de personnes qui ont manifesté dans les 5 premières manifestations. 3,5 millions. Mais il faut en avoir plus. Il faut en avoir plus. Ça se joue en 10, 15 millions. Alors là, moi, c'est mon seul souvenir. Si je milite encore à 77 ans, c'est à cause de mai 68. Et en 66, 67, on me disait, j'avais 20 berges, on me disait c'est fini, il n'y aurait plus jamais de juin 36. Je vous assure, les mots de l'époque, c'était la classe ouvrière et ton bourgeoisie. Il y a le PMU, il y a le tiercé, il y a le crédit, il y a la bagnole, jamais plus ils bougeront. J'avais 19 ans, 20 ans que j'entendais ça. J'avais une foi de charbonnier, parce que j'étais un fils d'ouvrier de Sotteville-Lès-Rouen, avec un père menuisier et une mère aide-soignante. Je me disais, ça va arriver, ça va arriver. Et quand c'est arrivé, évidemment, je me suis senti récompensé, épanoui. J'étais un acteur-producteur. Jamais j'ai été aussi heureux. Mais surtout, c'est sur comment ça s'est passé. J'ai travaillé pour l'histoire, j'étais à Sotteville-Lès-Rouen, je l'ai dit, sur les carnets de bord du secrétaire de l'Union départementale de la CGT de Seine-Maritime. Il n'y avait pas de portable. Il était plus souvent dans son bureau. Et, c'est pas une critique, et il recevait des appels. Mais son carnet de bord, il disait « Ah, à Dubigeon, ils viennent de m'appeler, ils sont en grève. Mais j'ai vu les camarades la semaine dernière, ils disaient qu'il n'y avait rien à faire, que les gens n'allaient pas bouger. Ah, à la CFEM, ah mais là aussi, ils ont un piquet de grève. Bah dis donc, notre section syndicale, elle n'était pas structurée. Puis ils faisaient comme ça de Rouen au Havre, toute la vallée de la Basse-Seine, Notre-Dame de Gravenchamp, Gonfreville-Lorcher, il y avait 1 millier d'entreprises, et il décrivait comment... Lui, il n'avait pas bougé de son bureau. Évidemment, il y avait du travail avant. Mais quand ça se généralise, ça se généralise. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Et c'est ça auquel nous essayons de travailler. Parce qu'en mai 68, il n'y a même pas eu un mot d'ordre de bloquer la France. Parce que moi, mai 68, ce n'est pas les étudiants, je vous le dis tout de suite, bien que je les taise à l'époque. Le mai 68, vrai, ce qui compte, c'est le mai 68 social. Il a commencé le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 mai. S'il n'y avait pas eu la grève générale en mai 68, on aurait oublié les étudiants. Donc la vérité, c'est que cette force-là, quand elle se déclenche, est-ce que nous sommes à la veille de ça? Alors, il ne faut pas me croire, je me suis souvent trompé. J'ai souvent voulu qu'on soit à la veille de ça depuis 60 ans. Donc, je l'ai annoncé souvent, sans que ça arrive. Mais j'ai un sentiment, c'est que c'est mûr. C'est que ça peut arriver. Presque tout le travail est fait. Les gens ne se battent pas quand ils sont au fond du trou. Ils se battent quand ils ont encore quelque chose à défendre et qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de se battre pour ne pas le perdre. Parce que sinon, ils seront au fond du trou. C'est un sentiment très partagé aujourd'hui. Donc, par des millions de gens, au-delà des militants, au-delà des syndiqués, au-delà des membres des partis. Et cette alchimie-là, elle peut arriver le 7, le 8, le 9 mars et ensuite. Alors, je ne vais pas prendre plus d'engagement, moi. Comme je l'ai dit, j'ai dit trop souvent, c'est demain. Mais j'ai quand même envie de dire c'est demain. J'ai quand même envie de dire. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, ce que je propose, c'est qu'on en prenne plusieurs en même temps. Ça simplifiera les échanges et ça permettra à plus de monde peut-être de s'exprimer. Jean-Luc, tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Merci. Donc, je voulais juste que vous rappeliez aussi qu'il y avait beaucoup de métiers qui avaient obtenu la retraite à 55 ans, notamment dans le métier du soin, parce que vous prenez comme exemple l'infirmière, l'aide-soignante.
enseignants, et plein d'autres métiers. Et ça aussi, ça a été retiré. Et aujourd'hui, ces gens-là n'atteignent pas l'âge de la retraite. C'est-à-dire que soit ils décèdent, soit ils sont en invalidité, soit ils ont du mal à faire valoir leurs droits, parce que c'est un parcours du combattant aujourd'hui que de faire valoir ses droits quand les gens, finalement, sont en situation d'invalidité. C'est un vrai parcours du combattant, il y a des associations qui aident pour ça, mais la justice aussi, elle se fait là, puisque l'accès aux droits est de plus en plus restreint. C'est-à-dire que les droits existent, mais les faire valoir, ils sont devenus quasi impossibles, et regardez dans quel état sont les services publics, même pour arriver à faire valoir ses droits. Donc j'avais envie que vous interveniez aussi là-dessus, parce qu'on parle de pénibilité, mais on s'est déjà fait manger des choses qui étaient indispensables dans notre société, en tant que justice sociale. Bonsoir. Tout à l'heure, Gérard a parlé de l'excédent des caisses de retraite et notamment des complémentaires, des caisses de secours des complémentaires. Moi, ça me vient m'interpeller parce qu'on a un contrat, même quand on nous met la retraite à 64 ans, donc moi j'ai 63 et 9 mois, j'ai 64 ans, je suis intermittent du spectacle, je suis heureusement maintenu par Pôle emploi depuis mes 62 ans. Après l'année blanche qu'on a eue, c'était une énorme chance dans ma vie. Simplement, je m'aperçois que je vais, à 64 ans, donc 1er janvier l'année prochaine, avoir mon taux plein tous les trimestres. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Qu'on me prend 10% pendant 3 ans sur ma complémentaire, ce qui représente les 2/3 de ce que je vais toucher. Donc voilà, comment est-ce possible? Il y a une caisse, un excédent. Alors, je suppose que c'est les vases communicants, cette caisse de secours doit être créée par ce genre d'économie. Comment on peut tolérer ça? Et je n'ai jamais entendu parler, toutes ces derniers temps, de cette fameuse décote sur les complémentaires. Donc, c'est un sujet intéressant, il me semble. Alors je ne voudrais pas être trop long, mais même le collègue de côté là, cette réforme m'a rempli d'une telle colère et d'un tel dégoût que j'ai besoin d'exprimer certaines choses. Donc je m'appelle Yvan Rousseau, je suis conseiller principal d'éducation au collège de l'Anglès. Donc je suis fonctionnaire, donc je fais partie des coupables de cette réforme, puisque la branche des fonctionnaires, c'est celle qui est très déficitaire. Peut-être que si notre point d'indice n'avait pas été gelé pendant 10 ans, et qu'on n'avait pas non renouvelé un fonctionnaire sur 2 entre 2007 et 2012, on ne serait pas autant déficitaire. Je suis syndiqué CGT, pour que vous ayez à peu près une image de ce que je suis. Mais ceci dit, là, je m'exprime en tant que simple citoyen et en tant que simple liquidable. Je voulais revenir sur le corps qui a été cité plusieurs fois et qui effectivement parfois se trompe. Mais il y a quand même une phrase sur laquelle il ne se trompe pas et qui est dans la note de synthèse, qui est trouvable très facilement sur Internet, et qui dit la chose suivante. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses des retraites. C'est marqué en toutes lettres. Donc, je suis quand même surpris, enfin on est tous surpris, je pense, que Mme Borne s'en soit servie, elle et les autres, pour que... Voilà. Je voulais revenir aussi sur le fonds de réserve des retraites dont M. Filoche a parlé. Alors moi je n'ai pas les mêmes chiffres, j'avais 26 milliards à l'heure actuelle en caisse et pas 30. Mais effectivement je me pose aussi depuis 2 mois la question de à quoi sert-il, d'autant que les investissements qu'il a placés depuis maintenant 1999, il les a placés dans plus de 2800 fonds ou entreprises. Et quand vous allez sur le site du fonds de réserve de retraite, ce nombre d'investissements, ça prend 65 pages. 65 pages. Donc, j'aimerais moi aussi comprendre à quoi sert ce fonds de réserve des retraites, si c'est pour ne pas servir
avec 65 pages d'investissement pour aider un système des retraites qui sera en difficulté, si tant est qu'il le soit. On a parlé de la branche accident-maladie dont les dirigeants veulent reverser une partie au régime des retraites, avec comme motif qu'il est excédentaire, ce qui est vrai à l'heure actuelle. Il y a quand même 780 accidents mortels par an en 2022. 780 accidents mortels. Donc, sans être vraiment prophète, et d'ici quelques années, mettez-vous dans la tête que le prochain truc qui va être sucré, c'est les accidents du travail et puis c'est les branches maladie. Parce que forcément, quand on prolonge les gens au travail, forcément, au bout d'un moment, il y aura de plus en plus de maladies et de plus en plus d'accidents du travail. C'est mécanique. Ce qui me révolte le plus là-dedans, c'est que non seulement ils ne veulent pas sauver le système par répartition, parce que si vous voulez le sauver, à un moment ou à un autre, depuis au moins 2003, il y aurait eu une proposition d'augmentation des cotisations. Si on veut sauver quelque chose, le premier truc qu'on fait, c'est de dire bon, on va essayer de prendre un peu plus d'argent. Je pense que la majorité des cotisants auraient été d'accord pour donner un peu plus et pouvoir partir à la retraite avec une santé à peu près correcte. Ça n'a jamais été proposé depuis 2003. Au contraire, donc on prolonge les gens, autant par l'âge que par les annuités, sachant que beaucoup ne vont pas au bout de leur carrière, soit parce qu'ils sont en invalidité, soit parce qu'ils ont signé des ruptures conventionnelles, donc finir au chômage, donc payé par le chômage et non pas à la retraite. Ce qui fait qu'à un moment on dit ah mais le chômage ça coûte trop cher, donc on fait aussi une réforme du chômage, comme on vient de faire. Et tout ça en fait c'est pour arriver, à mon sens, mais je pense que bon, je pense qu'on est un peu tous d'accord là sur la population qu'on est. On a parlé d'ubérisation tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on contracte, on pressure de manière à ce que les forces du libéralisme économique aient en fait les mains libres pour faire de nous à peu près ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on maintient les gens le plus possible au boulot, les jeunes qui vont arriver derrière auront mécaniquement moins de boulot, donc ils prendront le boulot qu'on leur donne, le boulot qui se présente, bien payé ou mal payé, études ou pas d'études, avec des contrats qui ne sont pour la plupart pas des CDI, puisqu'à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, sur la part de CDD et d'intérim en France, c'est plus que 50%. Même si le chômage à l'heure actuelle est plutôt bas par rapport à ce qu'on a connu, il est aussi plutôt bas parce que la plupart, 50% de CDD ou d'intérim, c'est quand même énorme. La plus grande part est bien sûr les CDD. Par exemple, oui. La micro-entreprise maintenant, ça a changé de nom. C'est plus fort. Donc, en fait, on est dans le pressurage complet du salarié, de manière à ce que les grands emplois, même plus petits, puissent en faire ce qu'elles veulent, d'autant que le CICE, qui maintenant s'est arrêté, ça a été 20 milliards par an. 20 milliards par an donnés aux entreprises pour créer 100 000 emplois au final. Bref. Alors ensuite, pour finir, moi malheureusement je ne suis pas aussi optimiste que M. Filoche sur le débouché, non pas sur la mobilisation des gens, elle est énorme, mais j'ai tellement le sentiment que de toute façon on est face à des gens qui non seulement ne veulent pas écouter, ne veulent pas en tenir compte, ont prévu de toute façon de la faire parce que ça appartient à un plan qui est plus large, que je ne suis pas persuadé qu'on arrive au bout en gagnant. Alors, je lance deux idées qui valent ce qu'elles valent, mais qui moi me motivent un peu depuis quelque temps. C'est de maintenir la pression et de maintenir la lutte en parallèle de tout ce qui est fait au niveau manifestation, de tout ce qui est fait au niveau grève, en le faisant sur d'autres journées, dans nos propres villages, en créant des petits collectifs par-ci par-là. Pour créer un collectif, il faut être deux, par de deux. Tout à l'heure, madame citait, disait qu'elle était contente que ce soit dans le village, parce que vous savez tous comme moi que nous appartenons à la France périphérique. Je vous laisse déjà juge de ce que veut dire périphérique, ça veut dire qu'on n'est même pas dans la France. On est autour, quoi. Donc je me dis qu'en créant des petits collectifs comme ça, village par village,
aller sur les places le samedi après-midi, manifester, médiatiser, tisser des liens entre les différents villages, médiatiser tout ça, faire des pages. Des pages Facebook, j'essaie de travailler un peu avec ça, avec quelques collègues au village à Charleval, puisque j'habite là-bas. Ça donnerait peut-être une visibilité qui serait en plus de la mobilisation qui est là, hein, et qui aurait en plus un autre avantage, c'est qu'on pourrait faire aussi une grève de la consommation. C'est-à-dire que si le samedi on est sur la place du village, ça nous éviterait d'aller acheter des trucs chez Decathlon, chez Leclerc, et une nouvelle chance chez Total. Je me rappelle, Total qui devait 50 € d'électricité, alors que Total va lui revendre 300 € celle qu'il produit avec son gaz. Et au lieu d'aller du prix à Total, on sera sur la place de nos villages en disant que ça fait prendre de la retraite dans le pas. Voilà. Excusez-moi. Bonsoir, merci. Il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans, j'allais aux assemblées générales de la mutuelle. Je détonnais vis-à-vis de la tranche d'âge, clairement. Et c'était la MGPTT ou peut-être renommée Mutuelle Générale déjà. Et donc j'ai pu apprendre de sources sûres que les mutuelles, depuis 5, 7, 10 ans, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. C'est devenu du business, la santé. Et en contraste, je suis bien content en ce moment à Académie qu'il y ait plein de réunions sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et il y a eu la réunion nationale qui s'est produite le week-end précédent. Dans le même état d'esprit, la Sécu cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Tout le monde a besoin de manger et une alimentation de qualité, c'est utile. Et youpi, j'ai réussi à l'entendre ce matin sur France Info, le mot sécurité sociale de l'alimentation. Bien progrès. Merci. On nous sert dans les médias beaucoup de prédictions dont ils espèrent qu'elles seront autoréalisatrices, c'est-à-dire contre nous. On n'a pas adopté ça, quoi. On leur laisse, parce que nous, tout reste possible là pour nous. Et je ne sais pas si tu tractes sur le marché ou tout ça. Là, il y a une addition qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses où les gens comprennent bien que toute notre classe sociale est attaquée et qu'il y a une guerre qui est menée contre nous. Hein. Je pense que les gens qui portent ça, c'est le patronat le plus réactionnaire, le plus revanchard de vouloir tout nous prendre, quoi. Et donc, je n'ai pas envie de leur emprunter un défaitisme ou un pessimisme. Je n'ai pas du tout envie de me faire contaminer par ça. Et sinon, j'ai adoré ton intervention. Il y a un monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure. Ah, je vais vous proposer que allez-y. On prend tout, hein. Ah, je crois que c'est bon, ok. J'ai pris des notes parce que j'ai eu un AVC, donc j'ai un petit problème de mémoire à court terme. Donc voilà. Juste un chiffre aujourd'hui, les Restos du Cœur aura annoncé 22% de bénéficiaires en plus. C'est dire l'état social de la France. Voilà. La France compte 30,8 millions de salariés en 2022. Le taux global de syndiqués, tout confondu, est seulement de 10,3%. Nous sommes le pays de l'OCDE qui compte le moins de syndiqués. Posons-nous la question de savoir comment en est-on arrivé là. Le dernier grand mouvement social et syndical, je ne parle pas du mouvement des Gilets jaunes qui était simplement social, date de 1995, la réforme Juppé. Il a mobilisé près de 2 millions de personnes, je le rappelle,
et vers la création du syndicat Sud Éducation et Sud Étudiants. Nous devrions naturellement et mécaniquement retrouver près de 3 millions de personnes au minimum dans les rues à chaque manifestation pour les manifestations contre la retraite. Nous y sommes à peine. On a un souci. Pourtant la grogne elle est bien là. Les gens, on le sent. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais ça a été réprimé avec une telle violence et avec tant de sang qu'on n'avait jamais vu ça en France. Depuis, la peur s'est installée. C'est pour moi le résultat escompté par ce gouvernement à la solde du capitalisme. Le capitalisme s'est adapté. Il est polymorphe, il a fait sa révolution en interne, il s'est organisé dans la même typologie que le réseau Internet, un réseau maillé multipoint qui le rend très peu sensible aux mouvements sociaux. À quand la révolution des syndicats? Là, telle est ma question. Manifester le 7 sera surtout, je l'espère, une démonstration de force. Mais la force n'est rien sans les faits. Et les faits, c'est le blocage. Il faut bloquer. Oui, j'ai trouvé admirable l'intersyndicale. Pour une fois, les 8 organisations sont d'accord. Il était temps. Bordel, il était temps. Vous avez attendu quoi? Le capitalisme n'attend pas, lui. Qu'est-ce qui peut bloquer réellement un pays au point que Geoffroy Roux Bézieux prenne son téléphone et signifie à Macron que le système capitaliste est bloqué? Qu'il faut arrêter sa réforme, lâcher du lest, voire augmenter les salaires vu l'inflation galopante prévue. 10% pour le mois de mars, 25% depuis le début de l'année. Les salaires ne suivent pas. Là aussi, il va falloir penser à ces revendications. Il n'y a pas que la retraite. La retraite, elle est conditionnée aux cotisations. Sans augmentation de salaire, pas d'augmentation pour les retraites. Pensons-y. Alors, qu'est-ce qui pourrait réellement bloquer? Eh bien, il y a un facteur commun que malheureusement hier à l'intersyndicale, parce que j'étais à la réunion de l'intersyndicale, personne n'a pensé. Quelqu'un l'a évoqué ce soir. Le seul point qui peut bloquer un pays, et je dis bien le seul, c'est l'énergie. Tout fonctionne avec de l'énergie. Réfléchissez bien, vous coupez le gaz, vous coupez l'électricité, vous coupez les carburants, plus rien ne fonctionne. Ça ne sert à rien d'aller dans la rue manifester et après rentrer chez soi. Le véritable point de blocage en France, il est là. C'est le seul levier, et je dis bien le seul, je ne dis même plus mon texte parce que je le connais par cœur, qui permet de bloquer un pays. On touche à l'énergie, on bloque le pays. J'invite l'intersyndicale à optimiser et mettre le point de pression sur ce point-là. Il est essentiel. Sans ça, le pays ne sera jamais bloqué. Je l'ai expliqué. Ils sont sur un système maillé. Si on bloque d'un côté, ils débloquent de l'autre. Alors, nous parlons de la réforme des traites. Alors, n'oublions pas celle de l'égalité aussi. On parle de l'égalité salariale, mais parlons aussi d'une remise à niveau des pensions de retraite des femmes. Parce qu'elles ont eu des salaires souvent au minimum 16% inférieurs à ceux des hommes. Donc leurs retraites sont mécaniquement inférieures. On nous dit, oui, il faut remettre le niveau des salaires des femmes à celui des hommes, mais remettons les pensions de retraite des femmes au niveau des hommes. C'est ça la véritable égalité homme-femme. Ça aussi, en aucun cas, je l'ai entendu dans les revendications de l'intersyndicale. Pensez-y. Je terminerai par un mot de Robert Linard, ancien syndicaliste de chez Citroën. Dans son livre L'établi, il cite « La seule dignité qui nous reste à nous les ouvriers, c'est la grève. Le 7, soyons dignes, tous en grève. Et le 8, tous en grève pour le mouvement des droits aux femmes. » Oui, je me permets d'appuyer parce que c'est un petit truc que je voulais dire depuis un petit moment, justement parce qu'on est sur l'action. Je pense qu'il faut être intelligent. Ce que tu viens de dire, c'est exactement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ici on est pas loin de Fos-sur-Mer, de la Med,
Et ce qu'on va faire, moi je vais descendre avec des cartons de vin et je vais aller faire la fête avec eux là-bas. Et il faut qu'on soit nombreux à les soutenir. Ils vont être en grève, ils vont faire de l'argent. J'ai donné ce que je pouvais aux caisses de grève, pas donner plus que ce que je donne. Ce que je donne, par contre, je peux leur donner de mon temps pour être avec eux dehors, parce que si les flics déboulent pour vraiment faire donc la réquisition, ben, s'ils ne peuvent pas entrer, ils ne feront pas de réquisition. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut leur serrer, alors je ne veux pas être grossier, je ne veux pas dire, il faut leur serrer le cou, on va dire, voilà, hein, il faut serrer là où ça fait mal. Et donc à partir de là, je pense vraiment que c'est une stratégie ça. Il faut être plus intelligent. Ça ne sert à rien d'aller faire des trucs dans tous les coins. Non, il faut se concentrer sur ces endroits-là pour bloquer, en effet, la production d'énergie. Et nous, on est bien placé parce qu'on a la fosse sur mer qui est pas loin. C'est là-bas qu'il faut aller. C'est là-bas qu'ils ont besoin de nous. Et si on est assez nombreux dans les jours qui vont suivre le 7 et le 8, on va les bloquer. Après, je voudrais juste faire une remarque, pas à vos questions, mais c'est aussi un truc que j'ai envie de dire. En fait, qui c'est qui vote ces lois? Ce sont des députés. Alors certains disent, ces gens-là ne travaillent pas. Si, ils travaillent, ils font des heures, pas de souci, c'est vrai. Hein, ils font des heures. Mais seulement ceux qui ne peuvent même pas imaginer, c'est que quand ils ont fait 7, 8, 10 heures, 12 heures, ils ont 60 € dans la poche. Non, eux, ils ont 500 €. Donc évidemment, quand on fait 12 heures qu'on a 500 €, le jour d'après, ils sont un peu moins, c'est pas grave. Mais le type qui s'est levé le matin, ou la dame, pardon, tout le monde qui se lève et qui fait 7, 8 heures par jour pour surtout avec 60 € dans la poche, ils n'ont même pas aucune idée de ce que c'est. Ils n'ont aucune idée. Donc ça, alors, ils vont franco pour voter tout le reste parce ils sont hors sol, ces gens-là. Voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des gens qu'on n'a pas élus, en tout cas pas moi, mais qui sont hors sol. Voilà. C'est ça le problème qu'on a. Et donc c'est de là que vient ça. Quand M. Filoche l'explique, c'est clair, on dirait que c'est notre planète, quoi. Donc on parle, où sont les problèmes? C'est complètement surfait, et ça arrive à passer parce que ces gens-là sont hors sol, ils n'ont aucune sensibilité humaine de ce qu'est la réalité d'un vrai travail dur. Voilà. Ça s'appelle le mépris de classe. Aussi, bien sûr, de toute façon, on est dans une lutte de classe. Hein. La fin de Kundera, là, c'est pas vrai, hein. Pas du tout, on est en plein dedans. Je ne pensais pas reprendre la parole, mais par rapport à ce que j'ai entendu, je me sens un peu obligé. Parce que j'ai déjà vécu ce genre d'intervention et ce point de vue, et je l'ai vécu sur le terrain. Il faut faire attention, on n'est pas sur une minorité qui va gagner face à un gouvernement. Là, si on va sur cette analyse-là, je pense qu'on fait une grave erreur. Ce qu'on a besoin, c'est un mouvement d'ampleur, de masse, avec des actions dans certaines corporations, s'ils sont en capacité de la faire, bien sûr, de durcir et pourquoi pas de bloquer le pays. Et par exemple, je l'ai vécu en 2018 sur la loi El Khomri, où on avait des piquets de grève sur les raffineries, et comme on n'était pas en capacité à la Poste ou ailleurs, ou même chez les cheminots, tout ça, à faire la même chose, on s'est reporté et on allait tous à la raffinerie. Donner 50 € par semaine chacun pour qu'ils tiennent le coup. Résultat, la loi El Khomri, elle est passée quand même, quoi. Parce que aujourd'hui, il ne faut pas faire une grève par procuration. C'est une grève généralisée qu'il faut. C'est pas la même chose. Alors, il n'y a qu'à, je pense que personne d'entre nous n'a la science infuse sur ça. Gérard l'a bien expliqué. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et j'ai eu la chance dans ma vie de suivre plus de 900 jours de grève en tant que responsable syndical et en tant que gréviste aussi. Et des assemblées générales de reconduction, j'en ai vécu des milliers. Et c'est réel, hein, c'est pas des... Et je peux vous dire qu'en fait, quand vous avez une assemblée générale au lendemain de la grève, après parfois des heures de négociation avec la direction, la fatigue qui se cumule parce qu'il faut se lever tôt le matin pour faire le piquet de grève et convaincre les gens de ne pas rentrer, l'analyse de ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Pourquoi? Il y a la situation de l'adversaire. Ça, c'est une chose. 2, il y a la situation, le contexte entre les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a des plus fragiles, il y en a des plus solides. Au début, les plus solides sont là, et puis au bout de 15 jours, ils disparaissent, et les plus fragiles, ils deviennent les plus solides. Il se passe tout là-dedans. Et nous, en tant que syndicalistes, on n'a pas de direction à donner. On donne une analyse, et c'est aux travailleurs de prendre cette analyse, de réfléchir ensemble, et de décider la reconduction. Parce que si la reconduction, le militant local ou le militant national responsable de la Confédération dit « ouais, il faut reconduire », mais que dans les secteurs et dans les entreprises en bas, on n'en est pas du tout là, mais ça fait plouf. Et le but, c'est pas que ça fasse plouf.
Le but, c'est que l'opinion publique, et c'est le cas, soit très majoritaire dans la durée, et c'est de là que le mouvement est historique, c'est que depuis le début qu'ils ont annoncé cette réforme, l'opinion publique est très majoritairement contre, ultra majoritairement contre, et ça ne baisse pas. Ça veut dire que la bataille d'idées, elle est gagnée. Ça, c'est un point très important. Et c'est ce qui permet le maintien de l'unité syndicale. Parce qu'ils ne sont pas fous, tout le monde analyse. Toutes les forces, les réformistes, les radicaux, tout ce qu'on veut, on peut les appeler comme on veut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils rassemblent tout le monde, c'est que l'ensemble du peuple français, quasiment la totalité presque, est opposé à cette réforme-là. Donc à partir de là, c'est un point d'appui incroyable. Les raffineries, mais je vais vous dire, les routiers, si demain ils se mettent dans la rue, qui bloquent les routes, il n'y a plus rien qui circule. Les cheminots, pour ceux qui utilisent le train, c'est des millions de personnes qui sont impactées. Les postiers, il y a 17 000 bureaux de poste en France, si tout s'y ferme, croyez-moi que ça va poser des problèmes. Donc chaque corporation a une capacité d'impact sur l'économie. Mais la question, c'est de ne pas regarder l'autre. C'est de savoir ce qu'on fait soi-même, à notre niveau, chacun d'entre nous, y compris les retraités, pour convaincre le plus large, pour arriver à ce que ceux qui sont dans le levier économique puissent agir en se sentant portés. Moi, je me souviens, le camarade des cheminots qui est intervenu de la CGT la semaine dernière, qui a dit « on va y aller ». Mais si au bout de 2 jours, on sent que ça ne prend pas, eh bien on reprendra. Parce que ce n'est pas à nous de porter l'enjeu d'une société. Ce n'est pas une seule corporation qui doit porter tous ces enjeux-là. Déjà, il y a les politiques qui doivent jouer leur rôle, et puis chacun d'entre nous, on doit prendre nos responsabilités. Parce que moi, donner 50 € de cotisation, alors pour les retraités qui peuvent aider bien sûr, mais pour les travailleurs, il vaut mieux qu'ils fassent grève eux-mêmes que donner du salaire à ceux qui font grève. Parce que sinon, ça ne sortira pas. Si on veut atteindre, et je suis d'accord, plusieurs millions, donc je dirais plus de 5, 8, 9 millions de grévistes, il faut que chacun prenne en soi. Et dernier point, le monde du travail a changé. Moi, quand j'ai commencé à militer, j'avais 18 ans, j'allais dans un bureau, il y avait 100 facteurs. Je me mettais au milieu, je prenais la parole, 70 en grève. Aujourd'hui, les 100 facteurs, ils ont été répartis sur 10 bureaux. C'est que des petits groupes de facteurs. Donc quand vous avez une action syndicaliste à faire, c'est plus du tout la même histoire. Ils les ont tous isolés. Et nous, on passe une demi-heure et le patron, le lendemain, quand on est passé, c'est le discours patronal. Et ça va au charbon. Et ça va au coude à coude. Et quand on est là, qu'on vient parler, ils se mettent à côté, ils nous contrent. Alors on ne se démonte pas, on a l'habitude, on n'en a pas peur. Mais celui qui regarde le spectacle, il est perturbé, parce qu'il voit les syndicalistes affronter le patron devant lui, les arguments, contre-arguments. Tu t'en vas, le lendemain, le patron dit « Non, mais n'écoute pas trop, là, regarde, c'est bien pour toi. On va te supprimer 2 tournées, mais tu vas avoir une augmentation, tu as une prime, là. Donc tu acceptes 2 secteurs en moins, 2 emplois supérieurs, mais on te donne 100 € de plus à la fin de l'année. » Et il joue sur ces trucs, ou alors une promo qu'il y aura pour telle ou telle personne. Donc c'est pour ça que le taux de syndicalisation, la désindustrialisation, le report des activités qui sont vraiment... Ah ben, c'est fini l'entreprise où il y avait un patron qu'on s'adressait de suite. Le patron, il est à l'autre bout du monde maintenant. Donc c'est ça qui est compliqué. Et en France, on a un syndicalisme avec ses défauts, on peut le critiquer, mais qui est libre. Chacun décide de son choix de se syndiquer. Il y a des pays où la syndicalisation est obligatoire. Vous me montrerez les grandes vidéos et les photos de ces pays, des grandes manifestations qu'il y a dans ces pays. Hein. En Allemagne, en Suède, tout ça, où c'est super. Hein. Il n'y a quasiment jamais de grève, très peu. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient dans les meilleures conditions de vie que nous. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est surtout, c'est qu'aujourd'hui, la conscience politique, elle est au plus bas depuis longtemps, à cause de cette caste qui a pris tous les médias à son compte et qui propage en permanence des idées purement individualistes, déshumaines, capitalistes, qui poussent à ce que chacun se recroqueville sur soi. Pendant ce temps, les petits partis politiques de gauche essaient de se rassembler, de trouver des forces, de retrouver des militants. Les syndicalistes, on fait ce qu'on peut. Il y a des moments où on arrive à faire les gros bras, mais il y a des moments où il faut faire le dos rond. C'est la vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu qu'un mouvement social. C'est pas vrai. Moi, j'ai connu 2006, le CPE, on l'a fait retirer. J'ai connu des grèves où, certes, on n'a pas tout gagné comme en 2010, mais on a fait reculer la réforme des retraites en 2010. J'ai connu même sur la loi El Khomri, il y a des choses qui ont reculé. Alors certes, la victoire, elle n'est pas tout le temps absolue, comme en 68, mais il y a toujours une victoire à une lutte. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire sauter comme des roues, les 2 verrous, 64 ans, 43 ans d'annuité. Le reste, on discutera plus tard.
sur les fonds, tout ça. Moi, je buvais tes paroles. C'est un honneur. Mais non, mais écoute, mai 68, ça s'est exactement passé comme ça. Les pompistes étaient en grève, les chirurgiens dentistes étaient en grève, les gardiens de musée étaient en grève. Il y a eu grève chez les cinéastes, il n'y a pas eu Cannes. Il y avait absolument partout une lame de fond, et on était à presque, les chiffres sont difficiles, mais 10, 11 millions de grévistes. C'est ça la force de mai 68. Et dans les esprits, ça prolonge encore. Hein. Je me rappelle encore de Sarkozy, 10 ans, 40 ans après, il faut en finir avec mai 68. C'est donc que ça les taraude tout le temps. Et ils ont raison, parce que c'est quand l'entreprise est occupée, tout patron négocie. Voilà. C'est vrai qu'il y a un pas de plus dans l'occupation de l'entreprise, évidemment, et dans la grève que dans la manifestation. Et que la manifestation, si elle est appuyée par les occupations, alors ils viennent discuter. Et je ne voudrais pas laisser... Alors, tu m'as dit que j'étais optimiste, oui je le suis. Hein. Et puis moi, je sais pas, j'ai toujours envie de diffuser de l'optimisme, parce que si on fait des meetings pour diffuser... bon, j'aime mieux qu'on reparte avec l'idée qu'on peut le faire, quoi. Et là, il y a aussi au niveau du pouvoir politique, il y a des failles invisibles, mais elles existent. Le MEDEF n'était pas le plus chaud hein, pour cette réforme des retraites. L'accord LR et l'REM, il n'est pas fait. Il ne s'est pas fait à l'Assemblée nationale, en tout cas, on va voir au Sénat. Dans les organismes en haut, s'il y a 5 millions, 6 millions, et puis qu'il y a des occupations d'entreprise, ils vont venir taper sur l'épaule de Macron et dire arrête. Soyez certains, notre force, je sais qu'on n'a pas gagné de grandes choses depuis longtemps, donc le doute est instillé. Devons-nous le faire parce que ça va peut-être être pour rien. C'est notre principal ennemi, c'est ce doute qu'il faut vaincre. Et donc de dire, on peut, et à s'engager, faire l'action nécessaire. On est tous partis pour ça, hein, le 7, le 8, le 9. Puis ça combine bien, parce que la mobilisation des femmes le 8, la mobilisation de la jeunesse le 9, les appels étendus sur l'énergie et les transports. Si on faisait le meeting la semaine prochaine, d'abord, j'aurais peut-être pas pu venir en train. Non, mais notre vie sera peut-être changée dans quelques jours. Il vaut mieux se préparer à ça, avoir ça en tête, que d'avoir des doutes. Balayons les doutes quand on occupe l'entreprise. Pour le salarié, il faut avoir du courage. On se retrouve avec les uns les autres, et puis voilà, le patron, ça va. Et le patron, il entend que ça. Voilà, c'est pour ça que je buvais tes paroles. Et puis après, les argumentations, la force de l'unité. Je vais dire au camarade qui a parlé des syndicats. Alors moi, je suis un inconditionnel. Hein. Sans les syndicats, t'as rien. Sans les syndicats, t'es rien. Tout commence par la lutte à la base. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de syndiqués. Je cherche du regard. Tu es là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de syndiqués en France, mais je discutais de la même chose d'ailleurs avec un syndicaliste suédois. Ils ont 80% de syndiqués et il me disait mais comment vous faites en France avec 8% de syndiqués pour mettre tant de monde dans la rue, parce que nous on n'y arrive pas. Et en vérité, avec le syndicalisme français n'est pas un syndicalisme d'adhésion. Mais quand il y a l'unité, mettre les millions de gens dans la rue, ceux qui sont là depuis 5, c'était déjà énorme. Et c'est plus que ce qu'il y avait à la fin de décembre 95. C'est-à-dire qu'on est parti plus haut qu'à la fin du mouvement précédent. Il faut regarder soigneusement tous les indices. Puis parfois, il faut défendre aussi le syndicat. Vous savez, les délégués syndicaux, les réformes, El Khomri, enfin les classes, El Khomri, et puis Pénicaud, avant, on avait 425 000 élus du personnel, institution représentative du personnel. Il n'en reste plus que 200 000. C'est terrible comme coup. Hein. On a encaissé terriblement. Mais ça nous manque. Ça, c'est à gagner. Mais même ceux qui sont élus, les 200 000, ils sont élus avec des quorums. Les gens oublient toujours ça. Il faut avoir plus de 50% de participants au premier tour. Si vous appliquez ça aux politiques, il n'y a plus aucun élu. Saluez les syndicats qui ont des quorums, qui franchissent la barre du quorum pour pouvoir être élus. En dessous de 50, ils ne passent pas. Ça, c'est la règle dans les entreprises.
Dans le pays, c'est pas comme ça. Donc saluons les syndicats. Ne désespérons jamais. C'est pas le moment d'avoir des petites querelles politiques. C'est pas le moment de s'opposer à l'un, à l'autre sur des pécadilles. C'est surtout pas le moment. Faut dire arrêtez. Il y a des enjeux supérieurs. C'est pas des petits enjeux d'appareil qui comptent. C'est l'enjeu du salariat tout entier. Faut se mettre tous d'accord, taper sur le même clou jusqu'à ce qu'on l'enfonce. Et rien ne doit faire diversion. C'est pas le moment de troubler l'unité syndicale et l'unité politique. Si l'unité, ça demande des soins, du respect, de l'écoute, de l'attention. On a l'impression parfois de perdre son temps parce qu'on va chercher celui qui est un peu derrière. Mais il faut justement aller chercher celui qui est derrière. Il ne faut pas se contenter de ceux qu'on met devant. Il faut, même quand on est très courageux et puis qu'on est bien devant, il ne faut pas gonfler les biscottos. Il faut se dire j'en ai pas assez fait. Il faut retourner chercher ceux qui sont à la traîne. Il faut prendre le temps de les convoquer, de leur parler, de leur convaincre. Parce que pour mettre des millions, 5, 10 millions, je suis un peu irresponsable en disant ça. Parce que sinon, le 7 mars, il y aura des déceptions si on ne le fait pas. Mais on ne peut pas ne pas le faire. On ne peut pas ne pas dépasser les chiffres qu'il y a eu. On ne peut pas ne pas tenir. Parce que sinon, en cascade, après les retraites, là, le recul sera considérable. Il faut aussi le dire aux gens, ce n'est pas une menace, pas pour faire peur. C'est aussi pour donner confiance et lever les doutes. On ne peut pas non seulement douter, mais on ne peut pas non plus douter de la victoire, parce que le revers de bâton serait considérable. Il faut se blinder tous, il faut se solidariser tous, il faut y aller tous ensemble. Moi j'en sais rien non plus parce que c'est pas achevé. Okay. Non, c'est sur la décote parce que Marina me dit sur la décote répondent on peut pas parce que c'est pas fini, on sait pas où ils en sont. Personne ne sait la fin de la loi ils l'ont pas voté et puis même ils ont renvoyé au Sénat le texte initial sans tenir compte de ce qui avait été voté. Donc en fait tout ça c'est une mascarade, mais merci pour le mot. Donc attendons de ce point de vue. Et c'est pour ça que les affiches sont bien non à la retraite à 64 ans. Tous les gens, voilà, on parlera après du nombre d'annuités. Moi, le nombre d'annuités, il y a des disputes déjà sur entre 40 et 37,5. Moi, je suis pour qu'on fasse le nombre d'annuités que font en moyenne les salariés qui travaillent à temps plein. Si c'est 37, c'est 37. Si c'est 38, c'est 38. Si c'est 39, c'est 39. Comme ça, on évite une dispute qui n'a pas... Parce que les gens, après, me disent, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire si on gagne? Gagnons d'abord. Gagnons d'abord. En venant ici ce soir, j'avais l'impression d'avoir tout compris déjà. Je me suis dit, je vais encore retomber dans une réunion de l'entre-soi, entre initiés, etc. J'ai tout compris, mais je vous remercie quand même pour vos différentes interventions, parce que j'ai mieux compris ce que j'avais déjà tout compris grâce à vous. Et donc, il y a un point qui particulier, mais c'est celui de l'approvisionnement, du provisionnement du fonds de retraite, des pensions par répartition. J'ai bien compris que ce fonds de retraite-là est alimenté par les cotisations prélevées sur les salaires, c'est les cotisations salariales, et puis les cotisations patronales. Est-ce que ça veut dire que c'est sur le salaire des patrons qu'ils payent des cotisations? Non, ce n'est pas les salaires des patrons, c'est qui donnent des cotisations, sur lesquelles les cotisations sont prélevées, c'est sur l'entreprise. Et moi je trouve que le terme cotisation patronale, c'est pas le bon, hein, c'est la cotisation de l'entreprise, mais pas du patron, d'une part. Et puis, puisqu'on prélève des cotisations sur les revenus du travail, de la plus-value créée par le travail des humains, donc les salariés et même le patron qui travaille aussi, et l'entreprise, le collectif de l'entreprise, très bien. Mais il y a aussi un revenu de ce travail, c'est celui des dividendes qui sont versés aux rentiers propriétaires de l'entreprise. C'est un revenu du travail. Il ne peut pas cotiser lui aussi ce revenu du travail. Il me semble que ça n'a pas été abordé ce soir, mais c'est pour ça que je tenais à le soulever avant de partir.
faut plus être très très long maintenant. On fait une petite conclusion, il ne faut plus être très très long. Oui, non, j'ai compris. De toute façon, là, il faut finir. Les gens, quand ils sont en train de regarder leurs pieds, c'est que. Qui a gagné des bagages qu'on peut se permettre je suis d'accord. de faire des petites raffineries, des petites précisions et de voir après, je te rejoins tout à fait Gérard. Aujourd'hui, l'important, c'est que partout, dans tous les secteurs, il y ait des gens en grève et des gens dans la rue. C'est comme ça qu'un mouvement se développe. Tu l'as dit Jean-Luc, voilà, c'est évident. Effectivement, lorsque les raffineries à Fos étaient en grève, avec Hélène, avec d'autres, on a fait les piquets de grève la nuit parce qu'il fallait du monde devant pour ne pas être viré. On n'était pas 50 000 et c'était les salariés qui ont décidé de faire les piquets de grève. C'est pas moi ici assis dans une salle qui dire ils vont faire les piquets de grève. Non, c'est les salariés dans les boîtes qui font ce qu'ils ont à faire avec les moyens qu'ils jugent et avec la force qu'ils ont. Aujourd'hui, notre poids et notre parole, c'est de dire en grève et dans la rue. Point barre. Ensuite, quand on aura gagné, là, on pourra rentrer dans les précisions et s'écharper. Moi, je suis à la CNT, camarade qui était à la CGT. On pourra s'écharper, et ça sera avec plaisir. Aujourd'hui, on est tous dans le même syndicat, la classe des salariés, la classe des ouvriers. Point barre. En fait, sur les syndicats, en Allemagne, si tu veux profiter, si tu veux bénéficier du gain qui a été réalisé par le syndicat, si tu n'as pas ta carte, tu n'as pas les bénéfices. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. En France, si un syndicat gagne une bataille, tous les salariés ont ce droit. C'est un droit, ce n'est pas un privilège. Je préfère être 5 à la CNT, 2 à la CNT-SO, 500, 5 millions à la CGT, 15 à la CGT et 52 ou 30% ou 10% de salariés et rester dans une société de droit plutôt que d'être 90% de salariés dans une société de privilèges. À chacun ses choix, à chacun ses goûts. Je préfère notre système et de très très loin. Je suis d'accord. Je partage. Je ne sais pas quelle heure il est, peut-être qu'on prend la dernière question et puis on laisse la parole à nos auteurs s'ils veulent la reprendre. Marine a conclu, maintenant on a... Moi, je voudrais rebondir sur le c'est demain, parce qu'effectivement, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on tracte dans la rue, les gens nous accueillent avec extrêmement de bienveillance. Quand on colle les affiches, les gens klaxonnent et nous encouragent. Quand on tractait contre la vie chère, il y avait de la sympathie, mais il n'y avait pas de la révolte. Là, les gens ont compris que Macron était hostile au peuple français. Et donc ça, c'est un sentiment qui est nouveau. Il y avait face à la vie chère une sorte de défaitisme, on n'y peut pas grand-chose. Mais là, face à cette hostilité, face à ce mépris, il y a vraiment une révolte. Alors là, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est possible, et les gens se rendent compte aussi d'un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y avait dans cette réforme la volonté de garder une masse importante de salariés pour entretenir la concurrence entre les salariés et de garder les salaires les plus bas possibles. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens commencent à comprendre. Et puis, donc, ils sont vraiment avec nous. Ils ont aussi la conscience que les députés de la NUPES se sont extrêmement bien battus au Parlement. On voit maintenant que c'est eux, les gens de la NUPES, les députés de la NUPES, et non pas les députés du RN qui se sont battus pour leurs intérêts. Alors pour nous, pour les militants et pour disons, l'intérêt des Français, je pense qu'on est effectivement là à un tournant et que le demain, on peut y croire. Je vous propose qu'on puisse continuer les débats plutôt autour de l'affaire Rectif, là, qui est en train d'être préparée, parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir. Il y aurait beaucoup de choses à dire, j'avais plein de réponses à apporter sur certaines interventions, mais au vu de l'heure tardive, je vous propose qu'on conclue nos échanges. Juste un point en plus qui n'a pas été mentionné sur, on a dit, le 7, donc le 7, le 8, les femmes, le 9, la jeunesse, et le 10, le climat.
parce que finalement, justement, la grève, comme je vous disais au départ, on a participé aux marches aujourd'hui, donc en lien avec la grève pour le climat, mais justement, la jeunesse notamment a décidé de reporter au 10 mars, en disant qu'elle voulait s'inscrire dans la continuité aussi de ces mobilisations. Donc il va y avoir aussi le 10 mars une mobilisation en lien avec le climat, parce que même si on n'en a pas parlé ce soir, et je ne vais pas commencer maintenant à en parler, mais en tout cas la question de la retraite est évidemment aussi une question écologique, produire plus pour faire quoi, le mythe de la croissance infinie, etc. Mais on va pas, je n'ouvre pas le débat. Et évidemment les caisses de grève, je termine sur ce point, sont essentielles pour que tout le monde puisse se mettre en grève. Il faut qu'on ait ces caisses de grève. On organise des grèves event en ligne. En une journée, on a récolté 100 000 €. Là, on en est maintenant jusqu'à... je sais que chaque parti et chaque organisation a ses caisses de grève. On en est à plus de 200 000 €. Il faut continuer. On en a tout le week-end. Il y en a certains qui vont sur les marchés aussi vendre des gâteaux pour aller chercher justement un peu d'argent aussi pour les caisses de grève locales. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire pour aider chacun et chacune à se mettre en mouvement et en grève et en mobilisation à partir du 7, c'est ce qu'on a besoin. Donc je conclue en disant, faisons reculer ce gouvernement. Nous pouvons le faire. Nous sommes unis ensemble et à la fin, on va gagner. Voilà.